Très rapidement, parce que vous devez certainement connaître si vous êtes ici, mais le DSA Architecture de terre et culture constructive, c'est un post-master à l'école de Grenoble. Et cette semaine, on est là pour organiser le festival Grain d'Isère. La thématique du festival cette année, c'est l'architecture de terre face aux aléas climatiques. Donc quand on a commencé à dessiner nos projets et choisi cette thématique, ça nous a paru logique de contacter le DSA Architecte Risque Majeur. Et donc c'est là qu'on a rencontré Marion et Johanna, des architectes de l'association des architectes Risque Majeur. Et merci beaucoup à vous pour votre travail qui ont fait l'exposition en bas sur les risques et l'architecture de terre et de fibre face aux risques, et et c'est Marion qui modère cette table ronde ensuite. Voilà. Donc pour vous présenter rapidement l'association, donc oui, moi c'est Marion Chappet, je suis architecte de formation et plutôt artisane en éco-construction maintenant, et membre de l'association des architectes des risques majeurs. C'est une association qui se veut être un lieu plutôt de rencontre, d'échange et de partage autour de la question de l'aménagement, du paysage et de l'architecture en zone à risque. Donc du coup notre association c'est surtout un réseau. Donc on a une cartographie interactive que vous pouvez voir sur notre site internet qui regroupe différents acteurs, différentes ressources, différents projets. Dans l'idée c'est de travailler tous ensemble pour mieux connaître un risque avant de pouvoir intervenir dans une zone à risque. Du coup on fait notamment des actions de sensibilisation, des expositions. Donc quand moi par ma pratique personnelle d'artisane en éco-construction, et même au sein de l'association, c'est quelque chose qui nous intéresse de se dire qu'on travaille avec des matériaux durables en zone à risque et pas forcément qu'on associe le béton de ciment à la construction en zone à risque. Donc on a réalisé une exposition que vous pouvez voir en bas qui se fait en plusieurs parties, qui présente un peu ce que c'est qu'un risque majeur et notamment c'est plutôt centré sur les risques naturels, parce qu'un risque majeur c'est pas forcément que risque naturel. Et qui présente ensuite, donc explique ce qu'est un risque, comment on peut intervenir en zone à risque, les différentes phases qui vont de la prévention jusqu'au développement. Et après, une sélection de quelques projets et portraits d'acteurs, de personnes qui ont réussi à mettre en œuvre des matériaux bio ou géosourcés dans des zones à risque. Et ça, c'est qu'un petit panel de projets. L'objectif, ça serait d'étendre cette cartographie, donc on est preneurs et preneuses de tous les projets que vous pouvez nous partager. L'exposition, elle prend en compte plusieurs matériaux bio et géosourcés et plusieurs types de risques. Et là, sur cette table ronde, on a décidé de se focaliser plutôt sur la construction en terre face aux risques sismiques, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire. Et même si la construction de terre, aujourd'hui, elle se heurte à pas mal de freins réglementaires, notamment au niveau de la réglementation sismique, on va pouvoir voir qu'on peut quand même faire pas mal de choses, que ça soit au niveau de modèles vernaculaires ou alors de construction neuve. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire et on va voir des choses, que ce soit sur le contexte international ou en France. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'était de croiser un peu 3 regards d'une agence d'architecture, d'un bureau d'études et d'un laboratoire de recherche. Voilà. Donc je vais les laisser se présenter et puis présenter leur projet plus précisément, mais on va du coup pouvoir accueillir Philippe Garnier, qui fait partie du laboratoire de recherche Cratère et architecte aussi. Jean-Philippe Donzé, architecte et fondateur de l'agence Milieu Architecture, et Philippe Rinikiewicz, ingénieur et fondateur de AIS Ingénierie. Donc ils vont nous présenter un petit peu leur projet, et puis après on aura un temps d'échange sur tout ça. Donc je laisse la parole à Philippe. Nickel. Non, pas de souci. Bonjour tout le monde. Donc oui, Philippe Garnier, je suis architecte de formation et je suis à la fois membre de l'association et du laboratoire. Peut-être un petit peu compliqué, mais je ne vais pas aller plus loin pour donner des explications entre l'un et l'autre qui travaillent en pleine symbiose, on va dire. C'est pas tellement des projets que je vais vous présenter, en tout cas, c'est plutôt le type d'approche à travers certaines illustrations de projets que notre équipe a pris sur la question des risques sismiques ou des risques majeurs en général. Alors, une toute petite précision, le risque sismique, vous
peut pas être catégorisé dans la partie des risques dus au changement climatique, pour être déjà très clair. Mais ceci dit, la façon d'aborder la question nous permet aussi d'étendre la manière d'appréhender la question de comment on fait face à ces risques. Alors comment approcher la question par rapport à la Terre qui est considérée souvent et de manière quasi systématique comme un matériau, on peut dire, dangereux, qui tue. Vous avez une première illustration à gauche, et d'ailleurs je suis très content d'avoir ici dans la salle le docteur Talebian, qui a été le responsable pour le compte du ministère de la Culture iranien de la reconstruction de la citadelle de Bam en Iran. Bam, lieu où il y a eu un énorme séisme en décembre 2003. J'en parlerai un peu plus en détail. Voilà. Et puis ensuite d'autres qui illustrent, certes pas ici de la construction en terre, mais juste montrer aussi que le bilan des séismes peut être absolument dramatique. D'ailleurs, en termes de pertes humaines, c'est le plus important, malgré des événements qui ne sont pas aussi, on va dire, récurrents que ça. Donc là, c'est notamment Haïti, le pays sur lequel on a beaucoup travaillé, et c'est le palais présidentiel. La troisième photo, c'est celle du séisme de Kahramanmaraş. En fait, c'est pas le séisme, c'est deux big one, ce qu'on appelle deux big one. Ce qui peut paraître, comment dire aussi, là, un habitat qui a subi de grands endommagements, ce qui est le cas. On verra que ça répond tout à fait aux questions de génie parasismique. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui sont un peu contre-intuitives, qui peuvent paraître assez paradoxales, mais je vais rentrer dans les détails. Et puis enfin la dernière illustration, alors c'est vrai qu'on a un peu trop de luminosité. Là il s'agit du séisme du Haut-Atlas qui a eu lieu en septembre 2023 au Maroc, et où en fait on a un tissu de douar qui est composé principalement à l'origine de pisé et de pierre, mais on peut le voir, enfin, si la lumière nous l'autorise, qu'en fait c'est déjà un tissu qui a été largement hybridé avec l'introduction d'autres types de matériaux plus contemporains. Alors j'insiste beaucoup sur le génie parasismique parce qu'en fait c'est quelque chose qui n'a pas été défini par les architectes. Donc ça nous sert aussi pour dire... voilà. En fait, je pose souvent la question, ce que vous avez en face de vous, est-ce que ça répond aux objectifs du génie parasismique, sachant que les illustrations que vous avez aussi bien de ce côté-là qui concerne Haïti et de ce côté-là qui concerne la Turquie, c'est de l'habitat. Réponse c'est oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, on le verra, on raisonne par catégorie de bâtiments. Là, en l'occurrence, il s'agit de l'habitat. Et le génie parasismique, la définition pour l'habitat, c'est de ne pas tuer, y compris au détriment de la structure. Alors, certes, c'est quelque chose qui est peut-être pas très sympathique, entre guillemets, pour les propriétaires, et le système éventuellement d'assurance qu'il peut avoir derrière. Mais en tout cas, dans l'habitat vernaculaire, c'était une systématique. C'est-à-dire, on savait que... Enfin, on savait. Ça dépend des périodes de retour, ça dépend d'un certain nombre de choses, mais on a beaucoup de dispositifs qui font que, bah voilà. Évidemment, si on parle d'école, si on parle de centres de santé, si on parle de la caserne des pompiers, du commissariat de police, des centrales nucléaires, là on n'est plus du tout dans la même situation, le niveau de performance exigé est beaucoup plus important. Or, ce qui se passe actuellement, c'est que la vision qu'on porte sur l'architecture, la construction parasismique, c'est une vision qui met tout au même niveau. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait tout construire, non pas selon la fonction du lieu, mais selon ce qui résiste absolument le mieux. Or, c'est impossible. Et d'ailleurs, la plupart des solutions qui sont proposées vont à l'encontre du changement climatique, puisque ce qui est recommandé, c'est d'utiliser des matériaux dont on sait l'empreinte carbone qu'ils ont sur notre propre environnement. Donc ça, je tenais à le mettre bien en tête. Évidemment, les choses ne se décident pas, j'allais dire, de cette manière. Tout ça, ça se discute avec les parties prenantes des différents territoires sur lesquels on intervient, et de voir quelles sont les façons les plus appropriées. Donc on peut aborder cette question-là, effectivement, sous l'angle purement technique, sous l'angle quantitatif et normatif, et c'est souvent le cas. Le premier reproche qui est fait, c'est « Ah oui, mais c'est normal
que ça soit effondré parce qu'on n'a pas respecté les normes. Et puis dans la reconstruction, on va surtout aller vers des approches très quantitatives, c'est-à-dire construire le maximum de bâtiments le plus rapidement possible, si possible et de préférence effectivement en répondant aux normes. Mais c'est une réponse qui est souvent purement technique et rarement sociale. Par contre, il y a toujours un degré émotionnel qui est important. Hein, vous entrez dans des contextes où vous pouvez avoir devant vous, ça a été le cas de BAM notamment, 30 000 morts. On est des êtres humains, on est sensibles. Alors à la fois, il faut avoir cette humanité, et puis ensuite, il faut avoir cette position de recul, ne pas sombrer dans comment dire, une sorte d'élan émotionnel, mais bien réfléchir à la manière d'aborder la question. Et puis ensuite, il y a des approches plutôt qualitatives, du moins, qui vont essayer de rechercher qu'est-ce qui est la meilleure solution à long terme, c'est-à-dire à la fois pour répondre le plus rapidement possible aux besoins des populations, des différents acteurs du territoire, et historiques et culturels. C'est ce qu'on a tendance à essayer de nommer le Building Back Better, le reconstruire en mieux. Alors c'est très discuté, ça fait partie du cadre de Sendai, etc. etc. Donc il y a beaucoup de questions. Je ne suis pas là d'ailleurs pour apporter des réponses en disant « Ah, c'est simple, si vous voulez faire terre sismique, il suffit de... » Non, c'est bien plus complexe que ça. Peut-être c'est pour ça que c'est aussi intéressant et passionnant. Par contre, je voudrais qu'on se défasse tout de suite de certaines idées préconçues. La terre, les matériaux locaux, tout comme les matériaux thermo-industriels, ils ne sont pas parasismiques. Ça n'existe pas. Par contre, la manière dont vous allez construire et concevoir votre habitat, vos constructions, peuvent rendre effectivement parasismique votre structure, en répondant aux différentes catégories d'usage, mais pas forcément d'ailleurs en conformité avec les normes existantes. Ça va, je ne suis pas trop rapide, vous arrivez à suivre? Donc c'est quoi d'abord un séisme? Alors c'est très rapide, hein, j'ai qu'une dire là-dessus. C'est effectivement une fracture, une rupture qui se situe sous la couche terrestre à une différente profondeur et qui libère une énergie, alors ça c'est dû à la tectonique des plaques, hein, qui libère une énergie sous forme d'onde et qui va se propager à partir de ce qu'on appelle l'épicentre, en traversant des couches de matériaux de diverses natures, donc qui vont soit amplifier ou atténuer ces ondes, et puis ces ondes, une fois qu'elles remontent à la surface, et qu'elles vont rencontrer des bâtiments, elles vont transmettre effectivement ces mouvements, ces ondes, et les bâtiments ils doivent se débrouiller de réagir de telle manière à ce que, j'allais dire, ils ne s'effondrent pas, ou ils s'effondrent de telle manière pour privilégier la vie, etc. etc. Hein, voilà un petit peu, de manière très rapide, expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc vous avez ici une échelle d'intensité qui est celle de l'European Microscale 98, concernant, alors elle évalue le niveau d'endommagement. Par contre, c'est une mesure qui est qualitative, c'est-à-dire c'est l'évaluateur qui va donner un niveau de dégradation. On voit ici, c'est pour les bâtiments en maçonnerie qui dit, bon voilà, on est à niveau 1, il n'y a rien, négligeable, ou on est à un niveau de destruction totale. Donc ça, c'est des éléments assez importants à avoir en tête, puisque quand il y a des diagnostics, il y a des personnes qui sont en charge d'évaluer les niveaux de dommages et d'aider à la décision du politique, du financeur. Là, je reviens sur cette partie-là qui est importante, que j'évoquais, c'est-à-dire les typologies d'ouvrages à risque normal. On exclut les risques spéciaux, hein, on en a parlé un peu, j'ai évoqué les centrales nucléaires, effectivement il y a des barrages, il y a des installations classées, mais là on se situe au niveau des ouvrages à risque normal. Les hangars, c'est-à-dire des lieux où il peut y avoir des activités humaines, mais où il y a assez peu de présence humaine. Là, on n'exige pas un niveau de performance important, et on espère que le bâtiment, avant qu'il s'effondre, permettra à ce que les gens s'évacuent. Sur l'habitat, par contre, là, il est important qu'il y ait absolument... on considère qu'il y a des personnes qui sont à l'intérieur de manière un peu systématique. On ne choisit pas d'ailleurs l'heure à laquelle a lieu un séisme. Hein. Ça peut être en pleine nuit, en pleine journée. BAM, c'était 5h du matin, si je me souviens bien. Donc la plupart des gens étaient d'ailleurs dans leur logement. Les écoles, effectivement, vont exiger un niveau de performance supérieur, parce que souvent, c'est des lieux qui vont permettre l'accueil des populations. 5:20, ok, 5h20. Et puis, effectivement, les hôpitaux, il faut qu'ils soient en continuité de service, enfin, catégorie hôpitaux. Voilà, donc, effectivement, on va pas proposer, nous, des choses qui nous paraissent pertinentes
pour faire de l'habitat parasismique, pour le dire on va faire des hôpitaux de la même manière. Donc voilà, ce qui veut dire aussi en termes économiques, en termes techniques, on peut faire des choix. Parce que les coûts des dispositifs constructifs sont pas les mêmes. Et la manière d'impliquer les acteurs locaux. Alors, il y a beaucoup aussi de confusion. Donc j'ai évoqué ces notions d'intensité, de magnitude. Souvent on vous annonce « Ah, c'est un 8 ». En fait, le 8, il peut avoir eu lieu en magnitude 8. Il peut avoir lieu en plein désert, il n'y a pas d'enjeu autour, donc oui, certes c'est important, mais ça a assez peu d'impact. Il peut être aussi très en profondeur, à plusieurs centaines de kilomètres. Généralement, ça a aussi relativement peu d'impact. Par contre, ce qui est dangereux, c'est les séismes superficiels. Celui de Bam, il est à 7 km sous la ville de Bam, donc c'est ce qu'on appelle un séisme superficiel. Et ça provoque des endommagements assez importants. Ensuite, il y a des confusions. Alors, je voyais Dominique Dodon là tout à l'heure, aurait peut-être pu à un moment donné expliquer sur la différence entre la notion de rupture fragile en ingénierie et la fragilité des bâtiments. C'est-à-dire que voilà, c'est des questions de, je ne rentre pas trop dans les détails non plus, de ductilité. Pourquoi j'ai 2 fois intensité et magnitude? Je ne sais pas. Bon, bref. Il y a aussi beaucoup de confusion par rapport à la Terre. C'est-à-dire que si on lit ce qui est publié après un séisme, on dit « Ah oui, les constructions en pisé sont effondrées. En fait, il ne s'agit pas de pisé, il s'agit d'adobe. » Alors vous me direz « Ah ouais, mais c'est de la terre, ça revient même. » Non, parce que là, j'ai illustré sur les 5 techniques, on va dire les plus, pas courantes, mais presque, le torchis, l'adobe, la bauge, le pisé, le BTC. En fait, on a une technique qui concerne du remplissage, qui est assez souple, d'ailleurs qui a très bien marché en Haïti. Les gens qui vivent dans les maisons de torchis n'ont pas eu de problème particulier. On a 2 techniques qui sont des techniques de maçonnerie. Donc effectivement, le comportement des bâtiments en maçonnerie sous sollicitation dynamique, ça pose un certain nombre de problèmes, etc. Et puis on a 2 autres techniques qui sont des biomonolithiques, qui vont aussi réagir de manière assez différente. Mais ensuite, il faudra aller plus dans le détail, parce qu'on a des maçonneries, on le verra sur le Népal, où en fait on va introduire des éléments dans la maçonnerie pour dicter un certain type de comportement au mur, pour éviter qu'on a des phénomènes d'élancement trop importants, pour dissiper les fissurations. Donc vous retrouvez, quand vous devez classer la vulnérabilité, pardon, 2 minutes, damned, il me reste une quarantaine de dias. Donc voilà, pour classer, si vous regardez le MS 98, auquel je faisais déjà référence, en fait, si vous voyez la Terre où elle est mentionnée à un seul endroit, elle est mentionnée dans la catégorie maçonnerie, et pas du tout dans sa complexité et dans sa variété. Donc, et elle est catégorisée comme classe A, très vulnérable, voire éventuellement un petit peu moins vulnérable. Par contre, pour les autres, on va dire, alors ce qui est curieux, c'est qu'on parle de maçonnerie, puis d'un seul coup on passe aux matériaux, enfin au système constructif et à des matériaux. Alors je fais souvent cette boutade avec un article que j'avais, enfin c'est pas un article, c'est une petite brève, qui disait que selon les ingénieurs de General Motors et de Boeing, sur la base des lois de l'aérodynamique, compte tenu de ces contraintes physiologiques, le bourdon ne devrait pas voler. C'est qu'en fait la Terre, elle peut fonctionner dans un certain cas, mais que si on applique les règles classiques, en fait, les règles classiques de calcul vont nous expliquer non, ça fonctionne pas. Alors que la réalité va nous montrer les choses de manière un peu différente. Je vais essayer d'accélérer si je peux. Donc rapidement, donc il y a quand même une concomitance, entre ces 2 cartes qui ont été faites par Terra Cruda, entre les endroits où on trouve la construction en terre, oubliez un peu pas la qualité de la carte, mais la complétude, on va dire, et puis les endroits où effectivement on a des phénomènes sismiques importants. Et on voit qu'en fait il y a plein d'endroits où terre et sismique sont présents. Et on ne peut pas imaginer un seul instant que les bâtisseurs dans le temps passé, ils aient pu pas dire mais est-ce qu'on peut pas faire quelque chose? Donc il est toujours très intéressant de travailler avec les historiens et les archéologues. Ici vous avez 3 exemples de sites. Déjà bon. 3 exemples de sites. Alors un que j'adore, alors c'est pas de la Terre, hein, il devait probablement y en avoir, mais c'est en Crète, donc c'est la civilisation minoenne. Là on parle de l'âge de bronze, hein, moins 2000 à peu près, enfin un petit peu moins avant Jésus-Christ, donc ça fait on va dire 4000 ans. En fait, donc on a découvert, enfin les collègues archéosismologues, notamment le docteur Poursoulis, qu'effectivement il y avait des dispositifs dans les murs
pour garder un bon comportement vis-à-vis des sollicitations sismiques. Mais non seulement ça, ce qui est encore plus fort et ce qui je trouve absolument impressionnant, c'est qu'on traitait le risque sismique à l'échelle urbaine. C'est-à-dire qu'on avait compris que si on avait un îlot urbain, que les endroits qui étaient le plus soumis à des contraintes, c'était les angles. Et en fait, ils ont découvert dans les angles des îlots des bâtiments qui n'avaient pas de fenêtres et pas de portes. Et ils s'interrogeaient, mais à quoi ça sert? Et bien en fait, c'était les lieux de dissipation de l'énergie. On savait que ça allait s'effondrer, et on décidait où ça devait s'effondrer. Alors il faut dire qu'on est dans un milieu qui est très particulier. Hein. Je crois que quelqu'un va faire référence aux travaux de Ferruccio Ferrini en disant qu'il y a cette fenêtre de tir entre les périodes de retour des séismes, donc très réguliers, et donc on garde la mémoire, et le fait qu'on a des séismes suffisants pour endommager les bâtiments, mais pas trop importants pour complètement les détruire et être incapable d'apprendre de ce qui se passe sur les bâtiments. Donc ça c'est assez intéressant, et puis ensuite sur des sites différents sites donc au Pérou et au Salvador, de voir qu'il y avait d'autres types de systèmes, type gabion ou Bauge renforcée. Donc vous pourrez voir le lien avec les travaux que sont en train de faire l'équipe de Martin. Et puis par contre, quand on lit la presse, et là on va revenir sur BAM, on lit la presse en disant ah, non mais c'est normal, les gens ils sont morts parce que effectivement les maisons en adobe elles se sont effondrées, et en plus le danger de la terre c'est que non seulement si jamais ça tue pas tout de suite, la poussière que ça dégage, les gens n'arrivent plus à respirer. Alors je voudrais vous remémorer un événement extrêmement dramatique, c'est celui des World Trade Center. Tout bâtiment, quels que soient les matériaux qui s'effondrent, dégage de toute façon de la poussière et des particules. Donc il ne faut pas être plus critique que ça. C'est effectivement, on l'a vu, on a des images notamment du séisme de Port-au-Prince où on peut le voir distinctement. Donc les images qui étaient associées à la citadelle de BAM, Arc et BAM, dans les journaux qui sont parus tout de suite après la catastrophe, ils disaient en gros 30 000 morts à cause de la construction en terre. Juste à côté, vous avez une carte que je développerai tout à l'heure qui indique qu'en fait, selon une étude irano-japonaise, il n'y avait plus que 8% de construction en terre dans la ville où habitaient les personnes. Voilà. C'est pas la terre qui a tué, en fait, c'est la malfaçon. À droite, c'est intéressant, c'est un des seuls rapports, c'est un des rapports d'une responsable du ministère des Travaux publics marocain suite au séisme d'Alocema, qui fait, elle, un constat très juste en disant certains bâtiments en béton résistaient, d'autres non, juste à côté. Ici, l'habitat rural en matériaux locaux, pierre, terre, n'a pas résisté. Par contre, il existe quand même des endroits où ça a résisté. Donc, essayons de comprendre pourquoi et comment. Alors, très rapidement sur BAM, ce qui est... Bon, BAM, ça a été quand même quelque chose d'extrêmement important. Les niveaux de destruction s'expliquent à la fois sur la ville contemporaine, en grande partie du fait que de malfaçon, mais tout simplement, déjà en statique, on était en limite. Donc en dynamique, on n'en parle pas. Le séisme lui-même, donc comme je l'ai expliqué, il était sous la ville. Donc l'épicentre est vraiment dessous, avec des caractéristiques non pas importantes en termes de magnitude, on est à 6,6 si mes souvenirs sont bons. Par contre, avec ce qu'on appelle des accélérations qui sont assez vertigineuses par rapport à des séismes similaires. Et puis on est sur des zones qu'on appelle à effet de site et à effet topographique. Donc on est sur des dépôts alluvionnaires, donc amplification des ondes sismiques. Et puis là en fait, la citadelle est positionnée sur un promontoire rocheux et on a ce qu'on appelle un effet coup de fouet. Voilà. Par contre, là où il faut aller au-delà où il faut prendre du recul, c'est d'aller observer ce qui se passe et dire mais il y a des choses quand même qui fonctionnent avec les matériaux locaux. Il y a des choses qui ne sont pas inintéressantes, et pourtant il n'y a pas de mémoire sismique à BAM. Rien n'a été conçu par rapport au séisme. Les périodes de retour, j'ai même épuisé le micro. Les périodes de retour sont au-delà, c'est ce que me disait le professeur Hatzfeld, les périodes de retour sont de l'ordre géologique. Donc vous êtes dans des lieux où il n'y a pas de mémoire du risque sismique. Rapidement. Voilà, et puis ensuite aller observer qu'est-ce qui a pu se passer au niveau urbain, donc l'évolution du tissu urbain, ici avec quelques photos aériennes qui ont été prises à différentes époques pour voir qu'en fait le tissu urbain avait beaucoup évolué au cours des dizaines, des vingtaines et trentaines dernières années.
J'aurais pu mettre... et ce graphique-là, que j'avais produit, c'était en fait une comparaison entre l'évolution démographique en Iran et l'évolution démographique de la ville de Bam, où on s'aperçoit que la création d'une zone industrielle à proximité de Bam, donc Arcet Jalil, a attiré beaucoup de population et fait qu'en fait ça a poussé à faire évoluer le tissu urbain beaucoup plus rapidement, parce qu'il y avait une demande en logement. Voilà, on a beaucoup travaillé donc avec nos amis du ministère de la Culture, sur l'identification des savoirs, voir ce qui avait fonctionné, quels étaient les outils, les matériaux. On s'est focalisé beaucoup sur les aspects de matériaux, structures au niveau de la citadelle, et puis on a produit un prototype en ayant aussi un travail fait avec les ingénieurs sur des notes de calcul structure. Alors, le prototype, il a été finalisé avec beaucoup de retard, parce qu'effectivement, on amenait la Terre et tous ceux qui examinaient disaient non, non, on ne veut pas, c'est pas possible, ça ne marche pas. À la fin, le dossier était complet, toutes les notes de calcul structure étaient justes. Les 150 dernières familles qui pouvaient bénéficier d'un habitat qui correspondait à leur mode de vie, ça c'était un élément très important, n'ont pas pu... voilà, merci. Les dernières familles, en fait, avaient décidé, parmi les 12 prototypes, non, mais ça correspond à nos modes de vie, à l'intimité, on peut en plus adapter à la typologie particulière, qui est en fait une ville avec une ville oasis, palmiers dattiers, il ne fallait pas les couper, il ne fallait pas faire des bâtiments type boîte d'allumettes. Et en fait, ben non, l'ingénieur qui était en charge du projet avait tellement la trouille que quelque chose se passe, que se passe mal, qu'il allait endosser la responsabilité voilà. Mais il dit tout est juste, j'ai rien à dire, je ne peux pas repousser le dossier en disant vos notes de calcul de structure ne sont pas justes, mais parce qu'il avait une grande crainte sur ce qui pouvait se passer. Donc ça a été un peu dommage, mais ça nous a permis d'apprendre quand même beaucoup de choses et sur lesquelles on a pu aller travailler, je vais essayer de finir rapidement, je suis vraiment désolé, où on a pu travailler de manière un peu différente, mais en anticipant ce problème-là au niveau de Haïti. Alors Haïti, on est dans un pays aussi, vous avez vu le palais présidentiel, la capitale est touchée, donc tous les centres névralgiques d'un pays qui était déjà en grande difficulté. On est appelé pour travailler avec des organisations communautaires, avec un soutien d'une grosse ONG allemande qui s'appelle Misereor. Et puis on a réussi à obtenir le soutien de l'ANR qui nous a financé une partie recherche qui a associé le laboratoire Cratère et le laboratoire 3SR, dont les équipes de génie civil et d'architecture ont travaillé ensemble. Et on a tout de suite vu que, par rapport à ce qui s'était passé à BAM, que cette histoire j'allais dire pas de normes, mais de modélisation, de passer dans un langage qui parle beaucoup plus à la fois aux ingénieurs, mais aussi aux architectes, mais aux décideurs, était important. Donc il y a eu tout un travail de fait sur de la modélisation, à partir, vous vous souvenez d'une des premières photos où un habitat assez modeste et tout ça, on a vu qu'effectivement l'intérêt d'avoir des systèmes à ossature bois avec remplissage de matériaux, parfois en terre, mais pas tant que ça, puisqu'en fait c'était pas assez disponible. Les mortiers sont en terre, ce qui permet une plus grande souplesse d'ailleurs de la maçonnerie. Et tout ça, ça a été soumis à un processus qui associe la partie expérimentale et la modélisation jusqu'à la table vibrante, et ce qui nous a permis de valider le modèle, et y compris de passer à la classe supérieure qui est celle des salles de classe, des écoles, donc avec des niveaux de performance encore supérieurs. Aujourd'hui, les entrepreneurs haïtiens ont produit plus de 15 000 de ces bâtiments, et se le sont totalement appropriés à travers un réseau qui s'appelle TECLA, Technique de construction locale améliorée. Bon voilà, juste pour dire que de notre côté c'est important de porter ce regard sur le passé, parce qu'on s'aperçoit que les sociétés étant confrontées à ces problèmes sismiques avec les matériaux locaux, elles ont de facto essayé de réfléchir. Donc il y a énormément de travaux qui sont en cours, notamment du côté des Péruviens avec de la bauge, en s'interrogeant sur des sites assez particuliers qui ont été soumis à des séismes. Ici une thèse de doctorat sur quelque chose qui est assez prometteur mais qu'on trouve très souvent dans les paysages himalayens, c'est-à-dire ce qu'on appelle des bandes sismiques. Vous avez un petit peu sur le mur empisé qui est en bas, c'est-à-dire qu'en fait c'est assez contre-intuitif, on a l'impression qu'on vient de créer un élément de faiblesse dans le mur, mais en fait ça permet à la fois de dissiper l'énergie de manière beaucoup plus importante, et en fait, bon ça c'est mon hypothèse, on n'a pas eu le temps de la vérifier,
ça remet en question les lois d'élancement du mur, parce que le mur est monolithique. Voilà, après il y a des règles assez classiques, il faut que ça soit homogène, il faut que ça soit régulier, vous devez avoir des joints, etc. etc. Alors, voilà, mais voilà un petit peu, j'ai essayé, enfin c'est le travail qu'on a fait notamment avec John et d'autres, Martin, sur le futur de nos recherches sur ces constructions parasismiques, c'est de voir quels sont les différents paramètres qui sont à prendre en compte, et ils sont nombreux. Il faut penser qu'on a évoqué là, les questions d'interaction sol-structure par rapport à la nature du sous-sol et la nature de la construction. On a aussi des interactions entre les structures qui sont l'une à côté de l'autre, sur leur propre histoire, etc., etc. Donc il y a encore tout un chemin et un cheminement. Mais on est en capacité quand même aujourd'hui de pouvoir proposer des choses. Là je vais montrer quelques exemples sur des projets qui ont pu être réalisés. Là on va démarrer des choses notamment a priori au Maroc. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci. Ah oui, juste 3 photos que je trouve sympathiques. Borobudur, temple, alors c'est en pierre, vous me direz quel intérêt. En fait, vous avez un bas-relief en pierre où vous avez un détail de la construction et vous apercevez que les détails de la construction montrent comment le risque sismique, le risque d'inondation est pris en compte. Ici, séisme de Goudiz en Turquie, 1970. On a ce qu'on appelle, alors les photos sont anciennes, hein, mais on a ce qu'on appelle une rupture de surface. C'est-à-dire que la faille, enfin c'est pas la faille, mais en tout cas ça remonte jusqu'à la surface, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs au dernier séisme. Et en fait on voit bien qu'est-ce qui se passe au niveau de ces fameuses bandes sismiques sur une maçonnerie ici en adobe. Hein. Et puis là aussi un autre système intéressant que j'ai pas trop le temps de développer, mais en fait c'est au Cachemire au Pakistan, où en fait on a un double système porteur avec les murs en pierre, on voit que voilà, ils sont effondrés, mais on a une toiture en terre qui fait à peu près 50 cm d'épaisseur. Je vous explique pas, si la toiture en terre elle tombe, il n'y a plus personne de vivant dessous. Or ici, le mur il sert de fusible. C'est lui qui dissipe l'énergie, et le fait qu'il y ait une deuxième structure porteuse, eh ben, elle maintient la toiture et garantit les objectifs du génie parasismique. Voilà, désolé d'avoir pris autant de temps, et je laisse la parole à Jean-Philippe. Si c'est... Ouais. Merci. Après une telle intervention, on se demande s'il faut encore construire en terre, parce que ça fait peur, on voit que des bâtiments effondrés. Voilà. Moi je vais vous montrer qu'on peut, et avec des bâtiments qui, y compris, ont subi des séismes, et qui tiennent toujours debout. Alors d'abord, une petite présentation de l'agence et de nos projets. Là, c'est les projets qu'on a réalisés en France à gauche, donc dans la banlieue de Bordeaux, à Tarbes, à Saint-Antonin, Le Vence avec différentes techniques. Le Vence étant en études seulement. Et puis en haut à droite, c'est basé sur le Grand Est, quelques projets qu'on a fait réaliser également en terre crue avec différentes techniques, puisée, terre coulée et BTM, briques de terre moulée. Pourquoi on utilise la terre crue dans notre agence? Eh bien tout simplement parce qu'on est persuadé que entre l'énergie d'usage et l'énergie de la matière, il faut quand même prendre en compte ça, et qu'on ne peut pas changer les choses si on ne réfléchit pas effectivement à l'énergie grise qu'on intègre dans nos bâtiments. Et quand on sait qu'un agglo c'est l'équivalent d'énergie grise de 300 briques de terre, évidemment on voit bien le gap qu'il y a à faire si on continue à utiliser le béton là où on peut utiliser un autre matériau. Et chez nous, le béton il est vraiment là où il faut, mais pas plus. Et partout où on peut ailleurs utiliser de la terre crue, on va l'utiliser, y compris quand on a des contraintes majeures comme des contraintes sismiques. Là c'est différents aspects, parce qu'en fait il y a aussi l'aspect esthétique qu'il faut prendre en compte et que nous on aime bien, donc c'est différents projets qu'on a réalisés avec différents aspects. Et le premier projet que je vais vous montrer, c'est le projet de l'extension de l'IT de Tarbes. Donc là on est en zone sismique 4 et c'est à chaque fois des ERP. On a fait qu'un seul bâtiment qui n'est pas ERP, mais tous les autres projets sont des projets ERP, donc avec des contraintes assez fortes, avec un bureau de contrôle, etc. Donc le projet de Tarbes, c'était un projet qu'on a gagné sur concours, et paradoxalement dans le jury, il y avait le bureau de contrôle qui a dit au maître d'ouvrage: si vous choisissez ce projet-là, jamais je donnerai mon accord. Le maître d'ouvrage a choisi ce projet-là, donc il a fallu se battre assez tôt pour faire valider la solution technique, qu'on a quand même modifiée, parce qu'au départ on était parti vraiment sur du pisé classique. Et avec un bureau d'études qui était quand même pas mauvais, il nous a dit non, là c'est quand même un peu osé, donc il faut trouver une alternative. Donc on a développé avec lui
un système de cadre en bois avec un remplissage pisé, des tirants acier qui précontraignent le tout, et les calculs qui montraient que ça fonctionnait. Et le bureau de contrôle ne voulait toujours pas. Donc il a imposé au maître d'ouvrage, il a dit moi la seule manière de valider, c'est de faire des essais sismiques en nature sur table sismique, et sinon je ne validerai pas. Donc on a des cadres comme ça, et en plus, ce qui n'est pas dessiné sur le dessin, c'est qu'on a des croix de Saint-André qui viennent contreventer les cadres avec des cornières de 80 mm pour des modules qui faisaient 2 mètres par 3 mètres de haut. Donc 80 mm de cornière en croix de Saint-André, c'est pas rien, quoi. Je trouvais que c'était beaucoup moins. Et donc, les modules, donc c'est sur un seul, enfin il y a le bâtiment est sur 2 niveaux, mais les modules cadre bois pisé sont sur au rez-de-chaussée. Donc on a des modules intérieurs et des modules extérieurs sur le bâtiment d'administration qui est simple niveau qui est à droite. Et donc là, normalement, je vais vous montrer une petite vidéo. Alors elle est un peu longue, mais je vais la chanter, parce qu'il y a juste les 2 essais qui sont intéressants. Chaque module, on avait 7 modules, chaque module a été testé à 100, 150%, 200, 250%, 300, 350%. À 350%, ils ont arrêté parce que après c'était plus... Et c'est le même module qui a été testé pour toutes les intensités, donc 100% étant l'intensité du séisme le plus fort qu'ils avaient en historique dans le lieu de construction, c'est-à-dire Tarbes. Et donc, alors on voit pas beaucoup, hein, ça tremble un peu, mais là on est à 100%. On a 4 tonnes qui sont en tête du module. Alors le module est beaucoup plus élancé, je ne sais pas pourquoi, il est en fait plus large en proportion que par rapport à la hauteur. On a 4 tonnes en tête, et les 4 tonnes posent sur le mur et pas sur les équerres qui sont là juste par protection si jamais ça s'effondre. Donc là on va passer, parce qu'il y a 150, c'est exactement la même chose, et ça monte, on va passer à... Je vais vous montrer tout de suite, c'est ici. Et là on est à 350%. Donc le même module prend 100, 150 et monte jusqu'à 350. On voit qu'il s'effrite un peu, mais c'est sur les bords qui sont 10 cm devant le cadre bois, qui était là pour ne pas avoir le cadre bois exposé aux intempéries. Mais autrement, pour le reste, ça résiste tout à fait bien, en sachant que tout était justifié au calcul. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit au bureau de aux gens qui étaient là pour tester, on va tester le même module, mais sans contreventement derrière. Alors, le bureau de contrôle a rigolé, il a dit non. Déjà, le bureau de contrôle n'était pas content que ça résiste. Il pensait que ça se casserait la figure. Et qui trouverait donc une justification pour pas qu'on puisse construire le bâtiment comme ça. Et là, quand il a vu ça, moi j'ai dit bon, on va enlever le contreventement et on va tester le dernier module qui restait, qui était là en sécurité. Et c'est ce qu'on a fait. Et le module a résisté exactement de la même manière, jusqu'à 350%, sans aucun dommage autre que les dommages superficiels devant le bois. Ce qui montre. Alors on a fait des tests de séisme dans le plan, hors plan, avec les deux. Des tests aussi au choc, les modules n'ont absolument pas bougé, et voilà. Quand j'ai vu que le module résistait sans le contreventement, j'ai dit au bureau de contrôle, on va faire sans le contreventement, puisqu'on a la vérification par les faits que le module tient. Alors elle a dit, non, sûrement pas. Non. Mais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, c'est pas possible, vous vous rendez compte. Donc on a construit le bâtiment, avec les contreventements, les croix de Saint-André, ce qui m'a chagriné un peu, et ce qui expliquera une diapo que je vais montrer. Donc là c'est pendant le chantier, on voit encore les modules bois qui apparaissent aux ébrasements qui sont recouverts par la suite. Ça c'est fini, avec les ébrasements recouverts. Donc ça c'est la partie module extérieur pour la partie administration simple rez-de-chaussée. Et puis le bâtiment, alors on a quand même été obligé de mettre un peu d'eau dans notre vin, parce que la partie du mur là qui fait 9 mètres d'eau qui est à droite devait être aussi empisée. Et là, mon bureau d'études m'a dit non, il ne faut quand même pas exagérer, Jean-Philippe, on ne va pas réussir, donc il faut changer de matériau. Donc on a mis du béton, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais voilà, on n'est pas complètement fou non plus. Et là, c'est des modules côté intérieur, en rez-de-chaussée simple, qui supportent l'étage, où on voit qu'on a des modules qui sont de la même manière encadrés dans des cadres en bois. Et alors là, c'est la petite diapo que je me plais et que je me fais un plaisir de mettre à chaque fois. Vous voyez les croix de Saint-André, et j'ai voulu volontairement les mettre en avant, parce qu'à chaque fois que je montre cette diapo, je dis que le bureau de contrôle en fait n'a pas eu le courage de supprimer ces croix de Saint-André, alors qu'elles ne servent strictement à rien, et qu'on l'a démontré par non seulement le calcul, mais aussi pas par le calcul, mais par la vérification en grandeur nature. Bureau d'études Veritas, comme ça. Il est habillé pour l'hiver.
Le deuxième projet que je vous montre, c'est en zone sismique 3, c'est un ERP également, c'est une maison de santé sur un concours qu'on a gagné également. Et là, on est en zone sismique 3 et le pisé est porteur sur 2 niveaux. On a le pisé extérieur et le pisé intérieur. Pisé extérieur en rez-de-chaussée et l'étage est en ossature bois-paille avec un bardage en pierre ajouré. Donc ça, c'est la vue de concours qu'on avait fait avec les 2 niveaux pour montrer qu'il était bien porteur sur 2 niveaux. Et là, ce bâtiment-là, il a tenu 3 séismes. Alors pas à la table sismique, 3 vrais séismes, puisque c'est une époque où on a eu 3 séismes, alors petits, hein, c'est pas des gros, hein, mais quand même. Et le bâtiment en a subi un, et ça c'était le mur prototype qu'on avait monté pour voir comment on faisait pour décrire aussi au maître d'ouvrage la technique, avec la première partie en bas et la deuxième partie en haut, et puis une partie béton de répartition des charges sur la partie intermédiaire et de reprise de plancher. Et ce module-là de test témoin lui a subi 2 séismes avant la construction réellement du bâtiment, et après la construction il y a eu un 3e séisme et le bâtiment n'a pas bougé. Donc on peut faire des bâtiments qui ne tombent pas. On n'a pas que... Donc la particularité, c'est exactement comme à Tarbes, où en fait on a des tirants en acier, des dividagues, qui viennent mettre le module en compression pour lui donner de la résistance. Et en plus, sur ce projet-là, comme on n'avait pas les cadres en bois, on est vraiment dans du mur pisé, on a de la grille synthétique, toutes les 2 ou 3 couches, je crois, qui vient renforcer en fait l'adhérence entre les couches et qui permet d'augmenter la résistance justement au séisme. Ça, c'est une petite photo que j'aime bien parce que c'est monsieur le maire de la ville qui vient constater sur son chantier qu'on ne fait pas n'importe quoi, parce qu'il était aussi un peu inquiet. Mais on a des maîtres d'ouvrage quand on construit en pisé qui sont en terre crue généralement, qui sont très impliqués dans le projet. Et là, on a une petite vidéo aussi qui montre la réalisation, ça dure 1 minute et demie, hein, donc voilà, du projet proprement dit. Donc ça, on le réalise avec une entreprise qui est un petit artisan, alors avec qui on a fait plusieurs projets dans notre région, mais c'est pas une entreprise particulière. C'est un artisan avec qui on a fait un premier projet en pisé préfabriqué, puis après on a fait d'autres projets, donc il s'est intéressé à la technique et qui maintenant maîtrise parfaitement les choses. Donc là on voit le positionnement donc là le petit fourreau, c'est le fourreau en PVC qui vient décellulariser le dividague de la terre crue, insérer les bandes de grille, qui au départ devait être en jute, et là le bureau d'études, le bureau de contrôle avec qui on travaille, qui est François Brun, BTP Consultant, a quand même dit non, on a des exemples avec les grilles synthétiques qui fonctionnent, je pense que ça pourrait fonctionner avec la toile en jute, mais c'est pas sûr, donc je préfère pas prendre le risque. Donc on l'a fait avec du plastique, mais voilà. Le décoffrage, les murs réalisés protégés, où on voit les dividagues qui sortent et qui vont être reliés au chaînage au-dessus, qu'on met en compression après. L'aspect. Alors c'est toujours un moment un peu compliqué parce qu'en fait il faut vraiment protéger les ouvrages, parce que là c'est le moment où ils sont particulièrement sensibles aux intempéries et aux difficultés. Et donc voilà l'image réalisée par rapport à l'image de concours qu'on a vu tout à l'heure, et l'image de gauche, c'est la partie à l'étage des 2 murs porteurs alignés l'un sur l'autre. Mur intérieur. Et voilà le bâtiment finalisé côté extérieur avec le baraudage, qui n'est pas du baraudage bois, hein, qui est un baraudage pierre, et les murs extérieurs complètement pisés, avec une isolation intérieure. Et tiens, c'est marrant, il manque, je pense... Oui, il manque des images, mais bon, peu importe. Le 3e projet, là, je vois juste quelques images, c'est un concours qu'on a gagné il y a quelques temps, où là, on est encore en étude, on va lancer l'appel d'offres, mais c'est pour un projet un peu plus gros, c'est un collège dans la RPI niçois, à Lévance, où on a... alors là, on est en zone sismique 4 également, et on a des parties qui sont en gradin, côté intérieur. On voit ici la partie qui est en porte-à-faux également, et en bout de porte-à-faux, ici également, on aura des murs qui ne sont pas porteurs, mais qui seront en BTC, non stabilisés évidemment, et qui permettront d'apporter la terre. Voilà, c'est une
Alors, j'ai interverti les diapositives, c'était la diapositive qui annonçait le projet. Donc là également, on est en ERP évidemment, puisque c'est un collège, et en zone sismique 4, donc qui est assez contraignant. Et ça, c'est l'image que l'on devrait avoir à la fin de la partie atrium, avec à droite les parties en gradin de cloison en fait, qui vont séparer l'atrium de la partie des salles de classe. Voilà. Donc on peut construire en pisé, en terre crue, en zone sismique, y compris en zone sismique 4, sans que nos bâtiments se cassent la figure. Bonjour. Philippe Renikiewicz, du coup, moi on va avoir une petite vision. Je suis ingénieur structure et le bureau AIS, on est un bureau d'études qui est spécialisé plutôt en restructuration et sur tout ce qui est nouveau BTP, bois, terre, paille. Voilà. Et moi j'ai commencé à travailler à l'étranger, notamment au Cachemire et sur la reconstruction d'Afghanistan dans les ONG pour des questions de terre crue et de séisme. Et donc c'est des sujets que je suis très content qu'on puisse commencer à aborder maintenant en France, parce que c'est relativement récent qu'on arrive à faire le lien entre ces techniques de terre crue et la question parasismique. Je le rappelle peut-être rapidement, la question du risque sismique et qu'on regarde de loin nous, parce que c'est vrai que elle nous touche moins que la Turquie ou la Syrie, typiquement, qui ont été touchés en 2023, là, ou que Haïti, qui souffre encore, je pense, plus de 15 ans après de séisme. Mais on a quand même quelques séismes notamment en Europe, et je pense à celui de Lisbonne où on avait un raz-de-marée derrière, 1755, et qui est très présent quand même dans les écrits et donc dans nos mémoires collectives. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'en fait on a une question de culture sismique locale. Alors on parlait de culture constructive locale tout à l'heure. Ça, je fais plutôt référence aux travaux de Ferrini, du coup, du centre de Ravello, d'italien. Et c'est plutôt les deux schémas sur la gauche, pour lesquels ils ont travaillé en expliquant que si on avait moins de 2 séismes par génération, finalement, notre culture sismique s'éteignait petit à petit. Alors que dans des zones fortement sismiques, l'exemple du milieu est frappant sur les pagodes japonaises, on retrouve dans la construction des dispositifs qui ont une vraie intelligence par rapport au risque sismique, sur des questions de dissipation d'énergie, sur des questions notamment sur des questions de dissipation d'énergie. Et on a au Japon, qui est un pays qui applique, qui est fortement sismique et pour lequel il y a une vraie culture chez les architectes, mais chez les ingénieurs également. On retrouve sur les terres, sur les tours, ce qu'on appelle des isolateurs sismiques. Donc on a plein de dispositifs maintenant très complexes pour se prémunir du risque sismique. Mais ça existe en fait depuis longtemps. Celui-ci, je crois, plusieurs centaines d'années, je dirais 8e siècle, je crois, ce temple-là. Et d'autres exemples, j'étais content de voir que vous aviez des bandes sismiques, parce que moi c'est les premières choses que j'ai vues au Pakistan, dessus sur des forts. Et je suis content de voir que vous avez mis ça en œuvre pendant pendant les 2 semaines. Ça fait partie des cultures sismiques locales assez connues. On a aussi en bas, on est plutôt sur des exemples en Grèce, avec on va apporter de la redondance, donc là, c'est des structures qui sont doubles, qui permettent l'effondrement du mur, mais la reprise des efforts après séisme. Et cette culture sismique locale, elle est en effet beaucoup portée par les ingénieurs en France, avec donc une approche qui va être très technique et très normative derrière. Parce que si on regarde la sismicité en France, elle est relativement, je dis bien relativement modeste. Le dernier dont on a pas mal entendu parler était le séisme du Teil, à Montélimar, où vous voyez qu'on a eu beaucoup d'effondrements qui sont des effondrements hors plan sur de la maçonnerie. En bas à droite, vous avez la sismicité en France. Moi qui m'intéresse à ces sujets-là depuis 25 ans, j'en ai vraiment ressenti 2, dont le dernier qui était en mai, et c'est passé en Grésivaudan.
C'était un petit séisme, hein, mais moi j'étais pratiquement au-dessus de l'épicentre, qui m'a réveillé la nuit, on était à 3h du matin, on regardait un peu, mais c'est des choses que vous avez un peu partout. Et puis une fois sur une tour, quand j'habitais encore Grenoble. Mais c'est pas des choses auxquelles on s'intéresse fondamentalement si naturellement. Et pourtant, on a quand même quelques exemples. Les deux, je vous en mets deux, qui sont celui des Saintes en 2004, puisque c'est surtout Guadeloupe, Martinique, on a un risque plus élevé. Mais même en bas à gauche, on est sur le dernier gros séisme qui est tué en France, 46 personnes, séisme de Lambesc en 1909. On estime aujourd'hui, après c'est très compliqué à estimer, mais que si on avait un séisme de cette magnitude situé à l'aplomb d'une ville, comme on a parlé tout à l'heure sur BAM, on peut arriver sur des séismes à 3 000 morts, 3-5 000 morts à peu près. 3-5 000 morts, il faut bien imaginer que en France, ça vous rebat les cartes de la réglementation parasismique de façon hyper importante. D'où l'intérêt pour moi, même si on peut relativiser ce risque, et je peux tout à fait l'entendre par rapport au risque de prendre une voiture ou de traverser la route, je pense qu'il y a un vrai intérêt pour ceux qui s'intéressent à la construction en terre aussi d'anticiper ces questions et de pouvoir apporter des solutions qui seront déjà éprouvées quand on ne sera pas sous le coup de l'émotion, quand on se retrouvera avec un gros séisme mortel en France. Parce qu'en fait, même sans ça, la réglementation parasismique, elle évolue. Là, vous avez à gauche le zonage de 91 sur lequel j'ai commencé à travailler, moi. Quand j'ai commencé ma carrière, on était sur ce zonage-là. Ça représentait quelques zones sur Grenoble, voilà, sur un peu les Pyrénées et puis un peu PACA. Maintenant, ça vous représente, à part vous voyez, Toulouse et Paris, si vous construisez une école, vous êtes assujetti à la réglementation parasismique. C'est un vrai frein sur la construction en terre. Et du coup, la normalisation n'est pas adaptée actuellement à la construction en terre, qui est relativement, qui renaît et on a un temps de normalisation qui est important. Et cette normalisation, elle est en cours. Je vous ai mis quelques projets dessus, quelques acteurs. En premier lieu, le PNTER, qui regroupe beaucoup de personnes et qui est un lieu d'échange entre des praticiens, des maçons, des architectes, des ingénieurs, des labos. Et par le biais de différents projets de recherche, donc vous voyez un certain nombre de projets de recherche là, qui sont en cours et hébergés, labellisés par le PNTER, et dont fait partie le projet Parasister, qui est celui qui actuellement s'intéresse le plus à la question de la vulnérabilité sismique, pour le moment uniquement du pisé, et du pisé en neuf, voilà, mais il y a pas mal de choses qu'on peut extrapoler à partir de ça. Ce projet, il est sur 4 ans, on en est à la première année. On va finir la première année là, civile dessus, et on a encore 3 ans avec, à terme, des guides de construction et de justification qui sont prévus dessus. Ce sera toujours pas une norme, il faut bien en avoir conscience, et c'est pas le lieu des recherches qu'on a dessus, mais il y a beaucoup de campagnes d'essais qui sont axés sur la question sismique. Et puis là, mais même sans ça, on arrive à construire en France de la terre crue en zone sismique et à la justifier. Donc là, je vous montre quelques projets et puis les particularités qu'il peut y avoir dessus. Donc ça, c'est un groupe scolaire à Villefranche-sur-Saône. On est en zone faiblement sismique. On est en zone, la zone la plus faible au niveau sismique, mais on aurait pu avoir des efforts sismiques un peu plus hauts. Et c'est un bâtiment pour lequel on avait pas mal de terre crue, on a un peu plus de 1000 tonnes, je crois que c'est le premier bâtiment là, depuis qu'on reconstruit en terre qui a passé les 1000 tonnes de terre porteuse et contreventantes. Donc on avait un peu de moyens pour faire des essais. On est arrivé nous à la phase pro, donc il y avait déjà, les dalles étaient déjà en béton, vous voyez qu'on est sur 2 niveaux. On n'a pas réussi à repasser sur du bois, ce qui aurait été, à mon sens, plus cohérent mécaniquement et puis même puis avant tout au niveau environnemental. Mais on a ces 2 extensions là qui sont empisées dessus.
Et l'approche pour justifier ce pisé porteur et contreventant, il a été en premier lieu, je mets un bâti existant, on n'a pas forcément une culture sismique locale au niveau pisé, bien qu'on puisse parler, on retrouve des branchages dans le pisé, on retrouve des angles, on retrouve des agrafes, on retrouve ce genre de choses quand même quand on a... Mais je pense que c'est une bonne école, mais d'une façon générale pour tous ces matériaux, que de passer par la restructuration. Et donc nous, de notre côté ingénieur, on fait beaucoup de diagnostics et ça nous apprend beaucoup de choses. Ça, c'est une première approche qu'on a dessus, qui est sur de la bonne construction, tout bêtement. Et puis après, on a toutes les approches qui vont être sur les questions des essais de convenance dessus. Donc, que là vous voyez qui sont plus les approches du cratère. Là c'était Martin Pointet là, qui s'occupait de ces questions-là, sur le sourcing et puis sur des approches d'essais de convenance, on appelle ça dessus, pour arriver ensuite à des caractérisations de matériaux un peu entre guillemets légères, qui sont voilà, ces éprouvettes en 1632, j'ai vu qu'il y en avait pas mal, utiliser des fuseaux granulaires. Et puis si on avance un peu, on arrive à des caractérisations mécaniques un peu plus complexes. Donc avec là on est sur Grenoble, sur le laboratoire 3SR, que ce soit des résistances en traction sur de la terre. Dire que la terre ne résiste pas en traction, ça nous amène à rien pouvoir justifier. Voilà. Elle résiste mal, mais elle a une petite résistance en traction, une petite résistance en flexion, et c'est ça qu'on vient chercher. C'est un matériau assez complexe en fait, la terre, c'est plus complexe que du béton. Pour le justifier pour nous ingénieurs, tout comme le bois est beaucoup plus complexe que le métal. Et en ça, c'est vachement intéressant quand on aime le côté scientifique ou la question ou l'ingénierie, et ça nécessite aussi qu'on ait une approche assez humble dessus. Et néanmoins, nous on utilise les outils qui sont notre... donc en haut à gauche, on est sur des modules Young, et en bas à droite, c'était la première fois là du coup qu'on travaillait sur des essais de cisaillement où on vient rompre le pisé en cisaillement, c'est-à-dire un des modes de rupture qui va connaître sous séisme. Il est blanc là parce qu'il est tout moucheté, on est en train de regarder, ça c'est plutôt les chercheurs qui sont en train de regarder au niveau, voilà, de façon très très fine, les naissances de fissures. Et c'est ce genre d'approche qu'on est en train de développer aussi sur Parasister. Essayer d'aller sur du très compliqué pour pouvoir en déduire des choses simples au final. Et on a nos approches ensuite évidemment de justification sur modèle numérique. Donc ça c'est les deux modèles qu'on a effectués là chez IS en prenant en compte les différents matériaux qu'on avait dessus sur des deux extensions. La démarche qu'on a nous derrière tout ça, c'est une démarche à la fois humble, mais à la fois où on recherche beaucoup à changer nos points de vue. Et alors on n'est pas, ça c'est une image d'une des doctrines fondamentales du jaïnisme. C'est une religion en Inde, une des religions qui était une des premières religions qui est encore assez active. On a plusieurs millions de personnes, on en rencontre encore quand on se balade en Inde, qui est l'Anekantavada, et qui est une des doctrines fondamentales dessus. Et l'image qui est souvent donnée, enfin la fable, c'est la fable des aveugles et de l'éléphant, qui sont six sages aveugles qui veulent découvrir et savoir ce qu'est un éléphant, et chacun touchant une partie de l'éléphant n'arrive pas à se comprendre avec l'autre à côté. Et la forme est relative. L'un touche une queue en disant là, l'autre touche la trompe, le corps, et chacun a une vue partielle de la problématique globale. Et donc ils s'engueulent pour savoir qui est-ce qui est la vérité. Et c'est donc un voyant qui en sortant voilà, va les amener à ce qu'ils puissent échanger et avoir une vue un peu plus complète de ce gros animal. Voilà. Moi je crois que sur ces sujets de bio et de géosourcé, on en est là, et qu'il faut avoir une posture de recherche et en même temps une posture d'humilité, une posture surtout d'échange avec les autres. Par exemple, là on a un autre projet sur lequel on est en train donc je suis livré dessus, qui était un collège où on avait à peu près 1000 m² de briques de terre compressées, de la BTC, qui était faite sur site.
plein de sujets, et je vous invite à aller voir Martin, surtout, c'est un projet intéressant sur plein d'aspects. Mais là, ce qui m'intéressait moi, c'est la question, on a eu beaucoup donc c'est des cloisons non porteuses, et on avait beaucoup de justifications pour dire que, donc c'est ce qu'on appelle un ENS, un élément non structurel. Mais il faut que la cloison, en gros, ne tombe pas sous séisme sur les enfants du collège. Et donc on est en train de casser, en fait, on a des différents tests où on vient casser, comme on casserait un biscuit, des cloisons, suivant 2 modes de rupture que vous voyez en haut à droite. Et c'est des sujets où plein de monde travaille dessus. En bas à droite, vous avez parmi les premiers essais qui ont été réalisés sur de la BTC, qui étaient avec Cycloterre, et notamment où ils étaient allés mettre des empreintes pour essayer d'augmenter la résistance en flexion hors plan, qui est un des modes de rupture qu'on vient en première regarder sur des faibles élancements comme celui-ci, et qu'on voit en analyse post-sismique. Et paradoxalement, alors, en parallèle, on avait d'autres projets aussi qui étaient plutôt en adobe. Voilà, donc là, c'est un bâtiment qui est en une cantine là, sur Beaurepaire dans le 38. Et on a aussi des cloisons, mais qui étaient avec des adobes faites sur site, voilà, par le maçon, et qui étaient une réinterprétation des damiers en magnoac. S'il y a des personnes qui voient à peu près, c'est une petite vallée dans les Pyrénées, où ils ont vous voyez l'appareillage qui est en haut à gauche, ça c'est les murets qu'on a fait, qui sont là-bas, et où on alterne, on a des grands coups de sable de partout, ce qui est très très mal vu en séisme. Voilà, c'est une zone fortement sismique en France. Je ne qualifierais pas ça de culture sismique locale. En tout cas, j'ai ni étudié dessus, ni lu de choses là-dessus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une résistance qui est assez intéressante en flexion sur des matériaux. C'est ça que je voudrais arriver à faire suivre. Le fait d'avoir un matériau un peu rugueux, on disait tout à l'heure que le matériau, il n'est pas intrinsèquement parasismique. C'est la construction qui l'est, il y a beaucoup de choses à regarder, il y a son site, il y a la façon dont vont se distribuer les masses et les zones de contreventement, ça c'est le travail qu'on effectue nous. Mais une fois qu'on a un ouvrage et qu'on doit le regarder en flexion hors plan, là, je vous ai mis 2 exemples extrêmes de la brique de terre comprimée industrielle avec une très très bonne résistance en compression, mais des arêtes hyper saillantes et puis des interfaces très peu rugueux. Et puis en bas, vous avez de la BTC, enfin de l'adobe. Là, c'est une de Wulf, mais celle qu'on avait avant elle avait été faite sur site. Et on se rend compte, enfin là, je fais un petit zoom sur un autre projet qui est le projet B2M, qui est porté par l'ENSAC, enfin par le AECC, et le cratère dessus, qui étudie, alors il n'y a pas d'aspect sismique dessus, mais on a des ruptures en flexion hors plan. On a plusieurs tests qui sont dessus, je les laisserai communiquer plus dessus, mais on a déjà les premiers résultats. On voit que l'adobe fonctionne bien mieux que de la BTC dessus en rupture hors plan. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est beaucoup moins bon en compression. L'adobe, la technique artisanale est bien moins bonne en compression, et par contre en hors plan on va être bien meilleur. Je ne dis pas non plus que l'artisanal vaut mieux que l'industriel, on est surtout sur des choses un peu plus complexes, parce qu'on a une 3e type de briques qui commence à être très, très à la mode, qui sont les briques de terre extrudées, et selon les modes d'extrusion, on a des briques qui résistent très très bien en flexion aussi, avec leur mortier. Je parle systématiquement là de briques de terre crue et de mortiers de terre crue, hein, pas avec des mortiers... Mais on avait des choses bien meilleures que même avec des BTC stabilisés et avec... alors, le type de mortier sert. Voilà. Donc mais on a des choses qui peuvent être comparables, donc avec des matériaux purement géosourcés par rapport à des systèmes industriels, voire bien meilleurs. Et puis je finis par 2 exemples de taille un peu différentes et qui portent pour moi un peu la question du débat sur le séisme. On est en train d'arriver à des projets qui sont de taille plus importante. Donc là, on est en plus dans une zone pas du tout, où il n'y a pas du tout de tradition de terre. Hein, sur Quimper, on est au fin fond de la Bretagne, dans le Finistère. On est sur une ERP de première catégorie. On est
en zone faiblement sismique, mais on a besoin de justifier du fait de la taille du bâtiment. Et donc là, on est en plus avec, plus du tout avec des entreprises. Tout à l'heure, je n'ai pas présenté les maçons, mais Archivolt, je pense que tout le monde doit à peu près connaître. Voilà, ce sont des maçons qui travaillent depuis longtemps sur ces questions, qui ont fait une bonne partie des bâtiments empisés, porteurs en tout cas, qu'on retrouve en France. Et là, on est sur l'entreprise Legendre, qui est une grosse entreprise qui se met à faire ces questions-là, et une approche très ingénieure, et qui pose pas mal de questions. C'est-à-dire que sur certains sujets, et notamment des sujets de normalisation, en tout cas de calcul et tout ça, ils ont cette culture-là, et on arrive à... C'est pas toujours très simple, mais on arrive à justifier ça. Par contre, sur des choses très très simples, que des artisans ou que vous avez peut-être pu faire pendant 2 semaines, et ben ils sont beaucoup plus paumés, quoi. Voilà. Et ce qui me semble important, en tout cas sur la question sismique, c'est qu'on puisse garder cette main-d'œuvre. Donc là, on est sur un autre projet complètement différent dans le Diois. C'est une petite école qui est en bois, en paille extérieure, et puis on a du refend intérieur qu'on vient mettre en briques. On n'a pas de chauffage dans ce bâtiment. On est juste à côté de Die. On est très fortement isolé, et puis on vient rajouter de la masse thermique et de la masse hygrothermique avec ces briques. Et il me semble, et on est aussi en zone sismique, même en zone plus fortement sismique qu'à Quimper, là, dessus. Et il me semble important qu'en fait, de s'approprier ces questions de parasismique pour pouvoir défendre des pratiques telles que celle-ci, et qu'on ne se retrouve pas avec à ne plus pouvoir utiliser ces techniques artisanales et à forte intensité sociale dès qu'on arrive dans des zones sismiques. Et puis je laisse la parole du coup pour animer les questions. Super, merci beaucoup. On va se mettre. On vous propose un temps d'échange, si vous avez des questions. Oui, donc je parle de Moyeu des Tours. Donc il y a un jeune couple qui avait acheté une maison, qui voulait la rénover, elle était empisée. Et pour faire ses travaux, la terre pour les faire, il l'avait fait venir d'Allemagne. Alors je dis, est-ce qu'en France, il n'y a pas de matériaux? Ou est-ce que systématiquement, encore maintenant, il faut aller chercher à l'étranger? Je risque de parler longtemps. En fait, c'est ma faute si ça venait d'Allemagne. Pour très clairement, il y a 27 ans, quand j'ai fait le DSA Terre, je suis arrivé en France venant d'Allemagne. Je croyais que c'était l'Eldorado de la terre crue, parce qu'il y avait eu l'expo à Beaubourg, il y avait eu le village terre de Nidavo, et il y avait l'existence de cratères. Il y a 27 ans, dans tout Rhône-Alpes, j'ai trouvé 2 artisans qui vivaient de construction en terre. 2. En Allemagne, à ce moment-là, il y en avait nettement plus, et parallèlement à ça, en Allemagne, il commençait à y avoir des matériaux en terre prêts à l'emploi. Et donc, je me suis dit, là, il y a des matériaux prêts à l'emploi, et il y a des chantiers. Ici, il n'y a pas de chantier, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de matériaux prêts à l'emploi. Et donc, j'ai commencé par importer des matériaux d'Allemagne. Très rapidement, j'ai produit des enduits en terre dans le Royan. Et puis ensuite, de façon décentralisée, par exemple avec la briqueterie de Wulf à Beauvais, avec une autre briqueterie dans le sud-ouest, etc. Donc, la question, quelque part, aujourd'hui, il y a des producteurs en France, il n'y en a pas assez. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faudrait autant de centrales à terre que de centrales à béton. Donc tous les 30 km, je dirais, pour mettre un chiffre, il faudrait une centrale à terre, oui. Mais en même temps, vous avez toujours... moi, quand j'ai fait ça à l'époque, il n'y a aucune banque qui m'a donné de l'argent pour monter ce que je faisais. Parce qu'il n'y avait pas de clients. Il fallait déjà faire des enduits, montrer que les enduits terre, ça fonctionne. Une fois que ça fonctionnait,
ben, j'ai commencé à produire moi-même. Et puis, je reprends juste un exemple qui est très parlant. Vous avez aujourd'hui à Lyon une entreprise qui s'appelle Thériault, qui fabrique des blocs de pisé. On a vu un ou deux, enfin en tout cas il y en a quelques-uns ici qui connaissent. Leurs blocs, jusqu'à aujourd'hui, fabriqués à côté de Lyon, avec une terre bien de chez nous ici, ont été transportés jusqu'en région parisienne, jusque vers Nancy, jusqu'à Grenoble, etc. Aujourd'hui, ils ont démarré une production en région parisienne. Et quand il y aura plusieurs chantiers sérieux à Lille, ils monteront une production à Lille. Le gros avantage de la terre, c'est comme il n'y a pas de cuisson, n'importe quel instrument, je dis exprès, entre guillemets, industriel, aura toujours un besoin d'investissement nettement moins important que ce qu'on a avec les matériaux, comment on appelle ça, thermo-industriels, voilà. Donc on est sur la route. Aujourd'hui on a une situation qui est complètement différente d'il y a 27 ans et les choses continuent à évoluer, mais je suis d'accord avec vous, il faudrait que ça aille plus vite. Merci Andreas. Moi, je suis sur une maison en pisé et c'est mes arrière-grands-parents qui étaient allés à côté avec les voisins qui prenaient la terre et puis donc elle existe sur le secteur et toutes les maisons en pisé on l'a pris sur le secteur. Attention, personne n'a jamais importé de la terre à piser d'Allemagne. Le contraire, je l'ai fait pour quelques outrages, mais c'était des enduits. Donc les réparations sur leur maison en pisé, c'était des enduits. Éventuellement. Non, c'était une phase complète, c'était une remise. Hein. Ils ont fait un mur complet. En pisé? Oui. Alors, ça venait pas d'Allemagne. C'est peut-être quelqu'un qui a raconté que ça venait d'Allemagne. Bon. Mais j'ai vu les bagues, hein, je sais pas comment moi. C'était marqué Made in Germany. Il y a longtemps. Hein, il y a alors, c'est peut-être parce que j'ai recyclé une bague d'enduit, je ne sais pas. Ça m'étonnerait très fort. La question est intéressante parce que c'est une maison qui était en pisé, qui a été construite il y a quelques dizaines d'années, quelques centaines d'années peut-être, voilà, et ils l'ont construite avec la terre du site. Aujourd'hui, si on ne peut plus construire avec la terre du site, alors qu'elle existe la terre, hein, c'est la même terre, hein, vous allez 20 mètres à côté, vous prenez, voire même c'est la terre des fondations, quand on a creusé les fondations, si on ne peut plus le faire, c'est à cause des normes qu'on nous impose. Enfin, si on ne peut plus le faire, c'est pas vrai, parce que moi j'ai montré des bâtiments qui répondent à des normes extrêmement strictes, pour des ERP, là c'est une maison, c'est pas le cas d'un ERP, où on utilise malgré tout le pisé ou d'autres techniques d'ailleurs de terre crue pour construire des bâtiments avec des normes très très poussées. Donc là, c'est juste le choix de la personne qui a voulu utiliser une terre qui venait d'ailleurs, ou alors c'est peut-être son entreprise qui ne savait pas qu'il y avait des fabricants ou la possibilité d'utiliser une terre de site. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'en France, on n'aurait pas le matériau pour construire en terre crue. Ça n'a rien à voir. Vous dites vous-même que vous habitez dans une maison qui a plusieurs siècles également, qui était faite avec la terre d'à côté, mais on peut toujours le faire aujourd'hui. Quand c'est pour un bâtiment, pour un particulier, c'est beaucoup plus facile. Quand c'est pour un bâtiment public, c'est un peu plus compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on essaye de construire des bâtiments un peu exemplaires dans des conditions techniques très poussées, pour montrer que quand on n'est pas dans ces conditions techniques-là, avec ces implications, ces normes-là, on peut construire sans aucun problème un bâtiment en terre crue. Il n'y a aucune difficulté à le faire. Quand on est dans un bâtiment qui reçoit du public, on est obligé de justifier un peu plus les choses. Et pour un bâtiment basique, dans une zone qui est faiblement sismique, en rez-de-chaussée simple, pour une maison, il n'y a aucune raison de ne pas utiliser la terre crue. Bonjour, moi je suis Elodie Madec, du coup je suis architecte, c'est pour placer mon niveau de connaissance en termes de structure peut-être. En fait moi j'ai travaillé sur un projet d'ERP, 3e catégorie, donc des assez grosses ERP en région de Rennes, donc en zone sismique.
Et dans ce projet, on faisait des murs en bauge porteurs. En intérieur, très peu, parce qu'on en a beaucoup supprimé, comme toujours. Et en fait, j'avais une question par rapport aux murs en pisé qu'on voyait tout à l'heure, donc qui résistaient sans aucun contreventement. Nous, sur la bauge, on avait vraiment cette problématique-là de... En fait, on s'est retrouvé avec des contreventements en bois partout sur la structure bois. En fait, c'était un bâtiment qui était en structure bois, avec des murs en bauge porteurs par endroit, en rez-de-chaussée. Et du coup, on s'est retrouvé avec énormément de contreventements. Et je ne sais pas ce qu'on sait par rapport... est-ce que le pisé est plus contreventant que la bauge? Est-ce que l'adobe est peut-être mieux? Enfin, est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'on sait, quoi? Bah, peut-être que Philippe, tu pourras compléter, mais il y a le projet aussi du groupe scolaire de Mordel, en bauge porteuse, et qui, je crois, n'a pas de contreventement. Ouais. Non, en fait, on est par rapport à toutes ces questions de justification, c'est toujours une question d'interlocuteur. Tous les projets que je vous ai montrés, moi, c'est de la terre locale. Et je n'ai pas montré un projet sur lequel on était, c'est la terre des fondations. Et c'est un musée, on est dans la Bresse, donc on peut tout à fait utiliser de la terre comme on le faisait avant. En fait, la seule problématique, elle est que vous avez c'est que maintenant on va trop vite à terrasser. Donc on va beaucoup trop vite à terrasser, donc il faut qu'on stoppe le terrassier parce que pour aller choisir la bonne terre. Mais si on fait ça, voilà. Si on se donne cette contrainte-là, on arrive très bien. Et à Rennes, ils utilisent beaucoup de bauges, souvent avec des terres ou du site. Vous avez Saint-Sulpice-la-Forêt, vous avez différents sites dessus, mais on utilise des terres locales. Et il y a une vraie tendance à l'utiliser de plus en plus parce que transporter de la terre, c'est une connerie. Voilà. Et pour répondre juste à la question de contreventement, donc sur le pisé, on est passé par pas mal de... On sait contreventer, le projet de Villefranche n'a pas de tirant derrière. Les projets que je vous ai montrés, on n'a pas de tirant à intégrer dedans, on a des choses qui peuvent s'apparenter à des bandes sismiques locales. Sur la Bauge, entre guillemets, ils ont eu moins de gros bâtiments avant qui ont permis de justifier. Mais il n'y a pas le projet Bauge porteuse du PN, qui est porté par un certain nombre de personnes, notamment par le collectif terro-armoricain, reprend un peu les mêmes choses sur lesquelles on a travaillé nous, les complète à des approches un peu différentes et va arriver à des justifications assez... Il n'y a pas de raison que ça résiste beaucoup moins bien. En compression, a priori, ça résiste un peu moins bien. En cisaillement, j'en suis pas persuadé. En flexion hors plan non plus. Donc il n'y a pas... Voilà, je pense pas qu'on ait un plus mauvais matériau sur de la Bauge. Voilà. Juste une remarque par rapport à ce genre de questions, et ça a été montré par les deux autres intervenants, mais il y a effectivement des choses qui sont possibles, mais qui nécessiteraient d'être plus documentées et partagées. Et en fait, d'avoir peut-être quelque part, en se disant, ben voilà, j'ai tel type de problème, mais il a déjà été résolu, et de quelle manière il a été résolu pour pouvoir faire progresser l'usage du matériau terre. En fait, à chaque fois, on est confronté à la justification de la solution qu'on veut faire. À Tarbes, par exemple, le calcul montrait qu'on ne pouvait pas se passer de contreventement. L'essai sismique nous a montré le contraire. On aurait pu rester juste sur l'essai sismique. Non. Et alors après, c'est juste des questions assurantielles, finalement. Nous, on est persuadés que le bâtiment pouvait marcher sans contreventement. Le bureau de contrôle et le maître d'ouvrage qui n'a pas voulu prendre le risque a dit non, pour des questions d'assurance, on va rester avec ce qu'on sait qui marche au calcul, alors qu'on voit qu'on a une marge d'ailleurs très très importante. Je ne sais pas si tu pourras le confirmer, mais moi à chaque fois que j'ai travaillé sur des projets en terre, et on commence à en avoir quand même pas mal, les bureaux d'études spécialisés avec lesquels on travaille prennent des marges de sécurité qui sont sans commune mesure avec d'autres types de matériaux. Le dernier projet qu'on a une marge de sécurité, un coefficient de sécurité de 3,3. C'est énorme. Jamais on a ça en béton. Et quand il me disait, quand j'arrive à descendre avec parce que j'arrive à discuter avec le bureau de contrôle avec un coefficient de sécurité de 2,5, je suis très très content. 2,5 de sécurité, donc c'est énorme. Donc voilà, en fait c'est... Alors après, encore une fois, ça dépend du type de projet qu'on fait. Si on est dans un bâtiment simple, pas public, etc., c'est beaucoup plus simple. Si on est dans un bâtiment, un ERP, il y a toujours les questions d'assurance et de justification à intégrer, et là c'est plus compliqué. Moi j'avais une question par rapport au projet plutôt en neuf que vous montrez. Est-ce que c'est des maîtrises d'ouvrage qui sont déjà un peu convaincus par la terre, et tous les essais sismiques que vous montrez, j'imagine qu'ils ont un coût important.
Qui est-ce qui les prend en charge, ces coûts-là? Comment ça se passe? Est-ce que c'est facile? J'imagine que non. Alors nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, la quasi-totalité, à part un ou deux projets qu'on a fait, c'est que des ERP, qu'on a gagné sur concours. C'est relativement simple, le maître d'ouvrage veut ce projet-là, et du coup, on est face à une maîtrise d'ouvrage qui est un peu sensibilisée à la question. À l'IUT de Tarbes, c'est le département de génie civil et de génie environnemental. Donc ils sont déjà sensibilisés à ça. Et en plus, dans les intervenants à l'IUT, il y avait deux ingénieurs qui étaient d'un bureau d'études Ecosimut, ils sont un peu spécialisés dans la terre crue. Donc ils sont sensibilisés à ça. Ceci étant, on était les seuls, dans les 3 équipes, on était la seule équipe à proposer un projet en terre crue. Hein. Les autres projets... Non, ils avaient une volonté d'avoir un bâtiment un peu environnemental, mais je dirais que c'était pas plus que ça. Nous, on a poussé la chose très loin. Quand je dis qu'on fait des projets en terre crue, mais on ne se contente pas de ça, on fait que des projets avec des matériaux bio et géosourcés, bois à pain. On met jamais de polystyrène, jamais de laine de verre, laine de roche, jamais de PVC. Enfin, on fait que des projets à base de matériaux bio et géosourcés, sauf là où on ne peut pas utiliser autre chose que du béton, dans les fondations notamment, dans les cas très particuliers on peut, mais la plupart du temps, voilà, c'est ça. Donc on a des maîtres d'ouvrage souvent qui sont très porteurs, très moteurs, mais ça n'empêche qu'il faut répondre encore une fois à des implications et des justifications, et notamment par exemple à Tarbes, le bureau de contrôle nous a imposé de faire le test sismique. Comme on avait un maître d'ouvrage qui était volontaire, il a accepté de le prendre en charge. Nous, de façon financièrement, on n'aurait pas pu. Je crois que c'est aux alentours de 100 000 € l'essai, avec tout ce qui est autour, pas que l'essai, parce qu'il a fallu faire 6 modules par l'entreprise. Donc ça aussi c'est un coût. Et puis après il y a l'utilisation de la table sismique, etc. Donc tout ça, ça a un coût effectivement qui est important. Mais dans tous les projets qu'on a fait, on a eu un projet on a fait un projet en terre coulée. Enfin, on a fait 2 projets en terre coulée. Le premier, le bureau de contrôle nous a imposé une ATEX, une appréciation technique expérimentale, mais c'est le seul. Et après, le deuxième, c'était Tarbes, où on a eu des essais sismiques. Notamment tous les autres projets qu'on a eus, avec le dialogue avec des bons bureaux de contrôle et des bons bureaux d'études, bien accompagnés, et puis avec aussi un peu d'expérience de notre part, on n'a pas eu à passer par des solutions coûteuses pour le maître d'ouvrage, de justification ou d'expérimentation, ou d'ATEX ou de choses comme ça. Je voulais appuyer ce que tu venais de dire sur les coûts. Les essais sur table vibrante au FCBA à Bordeaux concernant Haïti, donc la structure complète, c'était l'équivalent de 100 000 €. Et la mobilisation aussi d'un instrument sur une période d'1 mois. Donc il n'y a pas simplement la question aussi de coût, c'est d'avoir des disponibilités. Parce que le nombre en tout cas de tables vibrantes, parce que là on est arrivé au bout du processus qui d'ailleurs n'était pas envisagé dans le cadre du financement de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Ça veut dire qu'à chaque fois vous amortissez ces coûts de recherche sur un seul projet. Bon, en l'occurrence il y avait derrière des budgets importants qui venaient d'Allemagne, pas de la terre, mais en tout cas des budgets. Mais c'est aussi des contraintes et des freins. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui dit bah oui, moi ça m'intéresse, mais s'il y a besoin de justifier par tel ou tel type si c'est des calculs, j'allais dire ça va encore. Si c'est des essais, c'est un peu plus délicat. Alors, moi pour répondre, s'il y en a un qui n'a pas envie d'y aller, nous on n'y va pas. Quand je dis un, c'est là je cite la plupart du temps les personnes qui vont être mises en cause en cas de problème. Donc les responsables dessus. Mais il y a plein d'autres personnes dessus, il va y avoir des labos, il y a plein d'autres personnes qui travaillent dessus. Mais à un moment, si ça ne marche pas, vous êtes sûr que le maître d'ouvrage va avoir un souci, l'architecte, le bureau d'études et le maçon, à minima. Et il faut et le bureau de contrôle. Le bureau de contrôle aura assez peu de... On voit en cas de souci qu'il est jamais mis en cause, parce qu'il est très protégé par la réglementation dessus, mais il a un mot important. Mais sur ces 5 acteurs-là, s'il y en a un qui commence à avoir un peu peur, ça ne fonctionne pas. Et nous, donc on fait vraiment attention à avoir un maître d'ouvrage qui est prêt à prendre un peu... C'est pas prendre des risques, c'est mesurer son risque. En fait, dès qu'on construit, on prend un risque. Mais il faut mesurer et maîtriser son risque. Et s'il y a besoin de changer de personne, que ce soit contrôleur technique, que ce soit bureau d'études, ou eh ben il faut... Voilà. Mais si vous n'avez déjà pas le tandem maître d'ouvrage et architecte qui sont OK, il ne faut pas y aller, quoi. C'est sûr. Philippe, vous avez
projection, vous pouvez parler d'émotionnel. Vous pourrez peut-être développer. J'ai un exemple peut-être pour amorcer le débat. Donc, moi, j'étais témoin, donc j'avais une mission au Salvador, et dans la matinée, donc on allait en voiture au Guatemala, il y a eu un séisme assez important, au point où le 4x4, j'ai cru que la direction était cassée. Bref. Mais au retour, quand on est arrivé, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas des constructions traditionnelles autochtones n'avaient pas été détruites. J'ai demandé des explications parce qu'après j'étais embarqué avec le maire pour faire la tournée des villages et trouver des solutions. Que des industriels proposaient du logement en série, enfin bref. Je mets un doigt sur la traditionnelle, et la tradition là-bas, c'est des murs en pisé avec une armature en branchage. Quand il y a un séisme, ça fait du bruit. Les gens sortent en urgence, ils ont prévu un petit sac à l'entrée, ils embarquent leur sac, le passeport, etc., le minimum, et ça se passe très bien. Donc il y a l'aspect émotionnel, l'aspect humain, enfin pratique sociale, et puis l'aspect culturel, parce que après la tournée qu'on a faite avec le maire, on avait des industriels, des businessmen qui voulaient absolument et la terre, c'est non, ça va pas, on va proposer des solutions clés en main, etc. Voilà. C'est un peu complexe que je vous aborde une question, mais développez s'il vous plaît, Philippe. La première chose que je fais, c'est que je mets en garde les étudiants du DSA si jamais ils sont confrontés à des situations de cette nature-là, parce qu'on a toujours envie d'aider. Et il faut aider, mais c'est d'être happé par ce côté émotionnel. C'est-à-dire que vraiment, enfin moi, ma première expérience à BAM, vous traversez une ville où vous savez qu'il y a un quart de la population qui est décédée, vous allez rencontrer des gens qui ont perdu des membres de leur famille. Automatiquement, on est... voilà. Donc le danger sur cette partie-là... Non, mais il n'y a pas eu de mort. Non, il n'y a pas eu de mort. Excusez-moi, je n'ai pas été au Salvador. Oui, mais j'explique pourquoi moi je parle d'émotionnel, dans quel type de situation. Et souvent, il y a deux types de personnes, pour caricaturer. Bon, il y a l'industriel qui dit, voilà, ça ne marche pas, il faut absolument changer. Et puis, il y a la personne qui a la main sur le cœur et qui veut aider. Et je dis souvent, l'enfer n'est pas fait de bonnes intentions. Donc en Haïti, c'était pléthore. Hein. Ils ont eu un débarquement de plusieurs milliers d'ONG, chacun venant avec sa solution, souvent avec des solutions préfabriquées, des solutions complètement importées, qui ne prenaient pas en compte à la fois les caractéristiques du bâti, mais aussi qu'est-ce que ça voulait dire qu'habiter. C'est quoi une maison? C'est pas simplement justement la structure, où on fait la cuisine, quels sont les espaces, c'est de bien réfléchir à ça. Et puis ensuite, la reconstruction, elle doit permettre non seulement la reconstruction matérielle, mais la reconstruction aussi de la société, et notamment des communautés, comment elles s'organisent, etc. Et donc la manière d'aborder, c'est ce que nous on prône et qu'on fait passer au niveau du DSATER, c'est d'intégrer effectivement dans les solutions de reconstruction tous ces aspects-là, c'est-à-dire de se baser sur de bien comprendre les dynamiques locales, de voir là où il y a des problèmes et qu'est-ce qui peut être amélioré, tout en travaillant beaucoup avec des organisations qui sont déjà présentes, type ONG, sur le terrain. C'est ce qui a pu se faire notamment en Haïti, et d'ailleurs avec des variations assez importantes d'un endroit et d'un village à un autre, ou d'une vallée à une autre. C'est-à-dire que les modes de vie, les modes d'organisation sociale n'étaient pas les mêmes. Il fallait pouvoir s'adapter. Enfin, je ne sais pas si ça répond à la question. Et puis, par ailleurs, l'un des indicateurs qu'on a, c'est l'indicateur économique. C'est-à-dire souvent, on annonce, voilà, il y a tant de millions, voire bien plus, qui sont dépensés. Et en fait, c'est de voir où finit cet argent. En fait, souvent, on achète, on importe, et donc elle repart. Pourquoi pas, il y a effectivement certains bâtiments, c'est nécessaire, on ne peut pas faire autrement. Mais il y a beaucoup d'argent qui pourrait servir à l'économie locale, reconstituer effectivement les savoirs, les savoir-faire, les compétences, pour aider les sociétés de se reconstruire et de repartir de l'avant, et éviter d'être obligé de revenir, parce que derrière, là j'ai parlé du séisme, hein, les séismes ils en ont à peu près, enfin les gros séismes on va dire, période de retour c'est tous les 100 ans, bien qu'il y en ait eu un autre 11 ans après celui de Port-au-Prince, mais les cyclones par exemple, voilà. Alors nous on n'avait pas eu, c'est très intéressant ce que vous disiez par rapport à la culture, à la préparation des personnes sur place, on n'avait pas eu ces cas de figure par rapport au séisme, parce que justement les périodes de retour sont trop longues. Par contre pour les cyclones, oui, ils ont la saison des cyclones, donc ils sont préparés, ils savent anticiper, ils savent lire, y compris dans le paysage
le phénomène qui arrive. Notamment, il y aurait des arbres avec les feuilles qui se tournent. Enfin, j'ai pas pu constater moi ce phénomène-là, mais des collègues m'en ont parlé, quoi. Donc voilà un petit peu c'est-à-dire que oui, il faut avoir toute notre humanité et notre compassion et accompagner sur place, mais les chiffres sont clairs, hein. 80% des besoins ne sont pas couverts. Ils seront couverts au niveau très local. Donc il faut penser à des stratégies qui permettent de renforcer cette grande partie de dynamisme local. Et il y a un très bon exemple pour ça, c'est très récent, c'est ce qui s'est passé à Mayotte avec le cyclone. Mayotte, il faut savoir que c'est une île où la construction en terre crue était très très présente il y a encore 40 ans, avec des centaines de briqueteries artisanales, et qui là, avant, il y a encore quelques années, il n'y en avait plus que 2 ou 3. Et tout simplement parce que la terre crue avait une image de matériaux passéistes, vernaculaires, pas modernes, pas contemporains, et que on est arrivé avec des solutions en métal, en tôle, en béton, et ça c'était la modernité pour eux. Donc tout le monde voulait construire comme ça. Sauf que c'est des matériaux qui sont importés, c'est exactement ce que tu disais, avec des entreprises qui viennent du continent, de l'étranger, et on n'utilise pas les savoir-faire locaux, on n'utilise pas les matériaux locaux, on a détruit des centaines de briqueteries, et quand il faut reconstruire suite à un cyclone comme il y a eu, tout le monde est venu arriver avec des solutions de maisons préfabriquées, de bungalows, de choses qui viennent de l'étranger, alors qu'on pourrait construire, parce qu'ils savent le faire, ils l'ont déjà fait, avec des briques de terre crue, tout simplement, des constructions de qualité qui résistent ou qui subissent très peu de dommages et qui feraient travailler et qui développeraient l'économie locale. Mais ça, c'est compliqué. Enfin, c'est plus compliqué que les solutions vendues clé en main. D'ailleurs, ce qui est assez paradoxal, c'est les plus vulnérables sur Mayotte qui ont reconstruit les premiers. Parce qu'ils ont une obligation et ils savent gérer aussi déjà des situations extrêmement complexes et difficiles dans lesquelles ils se trouvent. Donc ce sont les premiers. Par contre, tout ce qui est un peu institutionnel, ça met du temps. Effectivement, il y a une filière en fait qui avait été mise en place dans les années fin des années 70 et début des années 80. Et en fait, c'est la départementalisation qui a aussi fait qu'il y a eu un reflux de cette filière avec l'arrivée d'autres industriels. À l'époque, d'ailleurs, c'était assez paradoxal, c'est pas le mot. Les conditions étaient favorables, puisqu'aussi bien du côté de ce qui était ce qu'on appelait à l'époque la DDE, qui doit être la DEAL aujourd'hui ou la DREAL, les autorités de l'État, les représentants politiques étaient tous en faveur d'une filière locale mahoraise et adaptée à l'économie locale. Et localement, est-ce que la prise en compte d'un autre bâti ancien, c'était pris en compte le parasismique? Est-ce qu'on retrouve des traces? C'est ce que j'ai légèrement abordé, et ce que tu as montré par les 2 illustrations de Ferruccio Ferrini, c'est-à-dire qu'il peut y avoir culture sismique que si on a des événements qui reviennent assez régulièrement, avec des périodes de retour au-delà de 20 ans, ça commence à être problématique, c'est-à-dire on a expérimenté ça. Il ne faut pas que le séisme ce soit un big one parce que tout est détruit, on n'arrive pas à lire ce qui se passe. Il ne faut pas non plus que ce soit le tout petit où les bâtiments sont à peine endommagés. Donc les régions, c'est ce que Ferrini explique, d'ailleurs on est plus nous dans les cultures de réparation, Manosque entre autres, mais on n'est pas dans des cultures où on a intégré ce fait sismique dans les dispositions constructives, ce qui se trouve beaucoup plus en Italie, à Casa Baracata, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à ce qui s'est fait au Portugal suite au séisme de Lisbonne de 1755 avec Aiola Pombalina, qui sont des systèmes aussi qui ont été développés suite au séisme. Donc vraiment cette question de période de retour, qui est vraiment une mémoire, et puis de fenêtres entre intensité, grosse intensité et faible intensité, pour faire court. Parce que j'ai vu que de l'association, vous gériez aussi les risques, alors le risque terroriste, les risques, mais la question de la pandémie. Enfin, nous, on a un temps de retour sur des pandémies. Moi, je suis en train de relire le Hussard sur le toit en ce moment. C'est 1830 et c'est les épidémies de choléra. En fait, avant de se prendre notre pandémie, on n'était pas prêt pour ça, quoi. Et
pourtant, voilà. Donc c'est les mêmes questions pour moi. Et donc du coup, le séisme, oui, on sera, voilà. À part le prendre à bras le corps, on n'a pas de culture sismique locale. Alors, par contre, ça n'empêche pas que certains bâtiments fonctionnent, même sans culture sismique. C'est parce qu'ils répondent à des caractéristiques qui font qu'ils sont homogènes, qu'ils sont installés sur des terrains où il n'y a pas amplification, il n'y a pas résonance, etc. etc. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une culture sismique. C'est vraiment dans des zones identifiées assez claires. Pardon. Non, mais ça soulève un point qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que vous parlez là de culture du risque, et on en parle notamment pas mal avec le risque d'inondation, mais d'invisibilisation du risque, quand tous les systèmes qu'on propose, comme les systèmes de digues, tout ça, ça fait oublier le risque, alors que des choses qui montrent architecturalement le risque, c'est intéressant aussi pour cultiver cette mémoire du risque et le comportement qu'on va avoir. Donc notamment les bandes sismiques qu'on peut voir, ça continue à montrer un peu l'intérêt aussi architectural face à la contrainte sismique. Du coup, c'est intéressant aussi dans cette culture et mémoire du risque. D'ailleurs, il y a un projet très intéressant avec Daniel Lacombe sur Paris, Romorantin, et qui a d'ailleurs été confronté ensuite à une inondation sur comment créer une culture du risque avec un projet contemporain, quoi. Ceux que ça intéresse, je pourrais faire passer les informations. Et apporter un petit témoignage parce que bon, je fais partie de l'atelier de Pizé armé avec les bandes sismiques, et en fait je viens de Colombie, déjà un pays bien sismique. Pour avoir une idée, dans les 20 dernières années, on a eu 10 séismes de 7 déjà, et les dernières plus catastrophiques à la fin des années 90 avec 1000 victimes. Déjà c'était 6,5 en niveau d'intensité et à 16 km, ce qui parle déjà de l'intensité. Et là, en réfléchissant à l'atelier de cette journée, et surtout du prototype, on a trouvé, moi je me suis intéressé au Pizé parce que déjà là-bas on a la culture introduite de l'Espagne, et on a trouvé systématiquement aussi des maisons où on trouvait des bandes sismiques, on va dire, mais avec du bambou, ou aussi des cannes aussi noyées entre les murs, et aussi des troncs de palmier, et ça a commencé à nous interpeller, surtout oui, c'est par rapport à chaque culture, chaque territoire où on trouve cette culture sismique déjà intégrée, et que, comme vous disiez, ouais, on commence à oublier au fur et à mesure. Et il y a notamment aussi pas mal d'ouvrages en bambou porteur en Colombie, parasismique, paracyclonique. Juste une autre expérience assez intéressante, c'est l'arrivée des Européens, enfin intéressante, toute proportion gardée, en Amérique du Sud, où en fait les Dominicains notamment construisent leurs églises en maçonnerie à daube et leurs voûtes aussi. Et puis viennent les séismes, et là ils s'aperçoivent qu'il y a un énorme problème, puisque les murs bougent et s'écartent, et donc les voûtes tombent. Et en fait ils retournent vers les savoirs locaux, le quincha, c'est-à-dire pour faire court une forme de torchis, quoi, mais en tout cas de la fibre et de la terre. Voilà quoi, donc il y a de quoi se nourrir vraiment, pas simplement sur le côté matériaux, mais comprendre comment on peut faire fonctionner un bâtiment avec des matériaux locaux. Vous avez des projets notamment dans l'exposition sur le confortement d'adobe au Chili et de la quincha qui parle. Oui, vous avez parlé de coûts. Alors, quand on construit en Pizé, quel surcoût il y a, indépendamment de... Après, il y a des économies sur le chauffage et tout ça, mais quel surcoût il y a à ce qui est devenu un peu traditionnel chez nous, c'est-à-dire béton et tout ça. Quand on construit une maison en Pizé, est-ce que vous avez une idée ?
Alors c'est très très compliqué de répondre à cette question parce que déjà c'est pas un surcoût, c'est un surinvestissement. Et si on parle de surcoût, on a déjà... mais si on parle de surcoût, c'est qu'on est déjà avec une optique qui est pas juste. C'est un surinvestissement au départ, et on ne peut pas parler de coût si on ne prend pas la totalité du coût pendant toute la durée de vie du bâtiment, depuis la conception, la construction, jusqu'à la fin de vie du bâtiment et même la déconstruction. On prend par exemple, ça n'a rien à voir, mais vous prenez par exemple l'utilisation pendant des années, des dizaines d'années de l'amiante. Pourquoi on utilisait l'amiante? Parce que ça coûtait 1 franc à l'époque, 2 francs, 3 francs, 5 francs moins cher au mètre carré que d'autres matériaux qui pourraient être utilisés. Et quand on voit que quelques dizaines d'années après, pour désamianter, c'est 1000 € du mètre carré, on voit bien qu'il faut raisonner en coût global et pas juste sur le surinvestissement au moment de la construction. Je suis d'accord avec vous, mais en fait, l'investissement tout de suite, est-ce qu'il y a la différence? Mais l'investissement tout de suite, c'est la même manière. L'investissement tout de suite que fait le propriétaire du bâtiment qui construit, il est tout de suite. Le coût environnemental, sociétal, sanitaire, il est pour toute la société. Quand on construit un bâtiment en zone inondable sans tenir compte de la zone inondable, ça coûte à l'ensemble de la société, puisqu'après quand arrive la catastrophe, c'est les assurances qui payent. Donc c'est tout le monde. Donc une personne bénéficie de construire sans surcoût, et puis après, quand arrive la catastrophe, c'est toute la société qui paye pour lui. Et ça, c'est pas normal. Donc en fait, on ne peut pas raisonner comme ça. Il faut raisonner vraiment en coût global. Alors certes, le surinvestissement, il est relativement important, mais on fait la démonstration qu'on peut construire malgré tout quand on construit de manière intelligente. La première chose, c'est et c'est ce que je disais, un aglo, c'est équivalent en énergie grise de 300 briques de terre crue. Donc l'énergie grise, elle est très très importante. Et l'énergie grise, c'est l'utilisation, la réfection du pétrole. Quand on utilise peu d'énergie grise, on fait des économies. Mais encore une fois, c'est à l'échelle globale de la société. On participe à la lutte contre le réchauffement climatique. Ça coûte énormément d'argent qu'on ne voit pas, mais que par nos choix techniques, on cautionne ou pas. C'est pour ça que nous, on n'accepte plus de construire avec des matériaux, sauf quand on ne peut vraiment pas faire autrement, des matériaux synthétiques qui consomment énormément d'énergie grise. Mais je vais répondre à votre question. Non, parce que je suis concrète. Je dis, l'assurance, on s'assure reconstruction à neuf. On a eu une maison en pisé, jamais ils reconstruiront en pisé parce qu'ils disent que c'est trop cher. Donc, voilà. Non, c'est pas vrai. Ça dépend de l'assureur que vous avez. Si vous avez déclaré que vous aviez une maison pisée, vous êtes obligé de le construire à l'identique, l'assureur paiera. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et celui qui fait les diagnostics aussi. Mais en fait, quand on utilise un matériau comme la terre crue, que ce soit du pisé, de la BTC, la terre coulée, c'est de toute façon plus cher que la technique entre guillemets traditionnelle. Parce que bizarrement, et pour les assureurs, de toute façon, tout ce dont on vient de parler, finalement, c'est qu'une question d'assurabilité. Et pour les assureurs, la technique, quelle que soit la technique en terre crue, ça n'est pas une technique traditionnelle. Donc c'est pour ça qu'il faut la justifier, la surjustifier, prendre des coefficients de sécurité énormes par rapport à des techniques qui sont, elles, dites traditionnelles, mais qui finalement, le béton, il a une centaine d'années, 150 ans, pas plus, quoi. Hein, 200 ans, on va dire, voilà. Mais alors que les techniques en terre crue, elles ont 500, 600 ans, bien plus que ça. Mais ce n'est pas considéré par les assureurs comme des techniques traditionnelles. Donc elles coûtent beaucoup plus cher en assurance, et elles coûtent plus cher aussi en réalisation. Mais si on arrive à faire des conceptions intelligentes, on peut minimiser ce surinvestissement au départ. Mais pour ça, il faut accepter d'être, je dirais pas puriste, mais en tous les cas, savoir ce qu'on fait. C'est-à-dire ne pas adjuvanter la terre crue. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous, dans aucun de nos bâtiments, la terre crue est adjuvantée, stabilisée. C'est de la terre crue. Voilà. L'utiliser pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un matériau porteur, et pas du remplissage, parce que ça fait du remplissage à très très cher. Et donc de ne pas la masquer, parce que non seulement c'est un matériau qui est esthétique, mais en plus en ne la masquant pas, on ne va pas rajouter des couches, donc des coûts, qui vont réenchérir encore plus le bâtiment. Donc certes c'est un matériau qui est cher, mais quand on l'utilise intelligemment, on peut très largement diminuer ce coût et faire des projets qui tiennent à peu près dans les coûts
raisonnable, en tous les cas dans les coûts courants de bâtiments qui sont faits de manière beaucoup plus classique. Pour répondre précisément à votre question, aujourd'hui, nous, quand on fait des bâtiments en ERP, donc c'est des bâtiments qui reçoivent du public avec des contraintes, etc., on est aux alentours de 1 000 € du mètre carré de coûts en pisé, par exemple. Avec des techniques de préfabrication dont on parlait tout à l'heure avec notamment l'entreprise Stereo qui fabrique des modules préfabriqués, on peut diminuer ce coût, mais on ne va pas le diviser par 2 ou par 3. Hein, parce que, in fine, même avec la préfabrication, il reste que la mise en œuvre, plus après le jointoiement, ça demande de la main-d'œuvre. Et en France, la main-d'œuvre, elle coûte relativement cher, même si c'est pas un coût, moi, qui me semble déplacé. C'est normal que ça coûte cher, c'est de la main-d'œuvre. Mais voilà, donc c'est un matériau par rapport à un mur en béton. Enfin, je sais pas, un mur en fond béton, c'est 200 € du mètre carré. Là, on est 5 fois plus cher. Mais un mur en béton, on va le plaquer, on va l'isoler, etc. Donc c'est pas 200 € juste, c'est plus tout ce qui va après. Donc voilà. Oui, sur la question du coût, je rajouterais 2 choses. La première, c'est le mètre carré de mur, il vaut plus cher, si on le prend. Oui. Mais qu'est-ce qu'on achète quand on achète ça, un mètre d'ouvrage? La question de l'intensité sociale, c'est vous avez sur 100 € d'un mur en béton, où va l'argent? Où est-ce qu'il le dépense, son argent? Il va le dépenser principalement en services financiers, puisque vous avez affaire à des grosses entreprises, et il va le faire en pétrole, puisqu'il va falloir qu'on fasse du ciment dessus. Où va l'argent que le maître d'ouvrage est en train de dépenser? Quand vous faites de la terre crue, le gros du pourcentage va être sur de la main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, un maître d'ouvrage, moi c'est ce qu'on leur dit, vous êtes en train de dépenser de l'argent pour les retraites, pour tout ce qui est le financement des cotisations sociales. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous mettez de la cotisation sociale, plus la question du local, c'est-à-dire que vous avez, la plupart du temps, plutôt des entreprises, l'argent reste là où il est dépensé. Ça, c'est une des premières choses. Mais il reste que votre mètre carré, il vaut plus cher. Il y a donc des solutions qui existent. Une des premières, c'est d'allonger le financement de votre bâtiment. Et je donnerai un exemple, je vous renverrai vers un exemple sur lequel on a travaillé, nous, qui est super beau projet. C'est une coopérative de personnes vieillissantes qui est à Vaux-en-Velin, à côté, où il y a 16 logements. Ils ont un immeuble en paille, on est en R+4, et qui financent, ils ont une moyenne d'âge de 70 ans, on a livré ça il y a 7-8 ans à peu près, ils avaient une moyenne d'âge de 70 ans, ils ont fait un prêt sur 25 ans. Pourquoi ils ont fait un prêt comme ça? Parce qu'en fait, ils ont fait une propriété collective. Ils ont acheté un droit d'usage. Et ils sont en train de se créer un petit office HLM. Et le temps où ils vont rester là, ils œuvrent au bien du bâtiment et à son bon entretien. Donc ça, c'est une des premières pistes pour le faire. Une des autres pistes qui se développe beaucoup, c'est la question du chantier participatif, c'est-à-dire de ne pas monétariser systématiquement les coûts de ces techniques qui sont très gourmandes en main d'œuvre. Si vous allez dans plein d'endroits où on a de la pierre sèche, pour moi avoir pas mal travaillé à faire sur ces questions-là aussi, vous allez dans les Cévennes, vous avez des restants dessus en pierre sèche. Si vous prenez ça au mètre carré, c'est des coûts énormes. En fait, ils étaient réalisés par 1 ou 2 personnes qui étaient sachantes, et ensuite toute la communauté travaillait pour faire ces restanques, les enfants compris. Alors, est-ce que je ne relance pas le travail des enfants? Ce que j'explique, c'est que, par contre, il y a un certain nombre de... Et on peut avoir bien des abus avec ces questions de chantier participatif, mais on est juste en train de réinventer des organisations qui existaient déjà et qui continuent d'exister ailleurs. Les castors étaient des choses comme ça, et il y a des réseaux, du coup, je vous citerai le réseau Répar dessus, avec les compagnons bâtisseurs notamment, qui travaillent sur le fait de dire c'est intéressant qu'on ait ces techniques-là, qu'on fasse du chantier participatif, mais que les personnes qui sont en train de travailler dessus, ça leur revienne à un moment. Parce qu'on peut évidemment avoir les abus de personnes qui font faire leur chantier sans payer ni les ouvriers, ni les cotisations sociales. Et c'est des choses qu'on propose, et on a des maîtres d'ouvrage, on n'a pas réussi à le faire à Grenoble. La dernière fois, on est arrivé 2e sur ce concours, mais on avait proposé sur un tiers-lieu, à 1,5 million à peu près, qu'il y ait 80% des travaux qui soient réalisés en chantier participatif, accompagnés, et qui soient assurés. Voilà. J'aimerais bien rajouter un aspect, si vous permettez. Je te laisse. C'est que, alors, l'idée, c'est la technique de terre la plus chère. Donc, à un moment,
il y a aussi la question du bon matériau. Du bon matériau au bon endroit. En fait, aujourd'hui, si je construisais pour moi une maison neuve, je ferais très probablement le mur sud entre la serre et le salon, je simplifie exprès, entre la serre et le salon, oui, je le ferai en pisé. Le mur nord, jamais je ne le ferai en pisé. Le mur nord, je le ferai en botte de paille, dans une ossature bois. Donc, il faut aussi trouver le bon matériau au bon endroit, c'est-à-dire que faire des cloisons, d'ailleurs ça se fait même en chantier public. Moi j'ai accompagné là 5 ou 6 chantiers où dans des écoles on fait des cloisons en briques de terre crue entre les classes. C'est pas très compliqué, ça fonctionne, ça n'a pas des coûts extraordinairement énormes. Voilà. Et la même chose, ben oui, voilà. Moi-même j'habite d'ailleurs dans une rénovation dans une grange, j'ai tout fait en botte de paille. L'isolation du toit, l'isolation du plancher, l'isolation des 3 murs, et puis le mur sud, bon, pour le moment, il attend que je mette une serre devant. Il y a un bon mur en pisé, mais le reste, c'est vitré, quoi. Donc il y a quelque chose... Enfin, on n'a pas aujourd'hui à recopier exactement ce qui se faisait avant, mais on n'a pas non plus à faire ce qui se fait aujourd'hui dans les lotissements. Là, je suis entièrement d'accord, c'est pas du tout, enfin c'est n'importe quoi même, et le coût énergétique des matériaux de construction en terre est un des plus gros problèmes des gaz à effet de serre. C'est un des plus grands problèmes. L'énergie dépensée pour le ciment, la chaux, le plâtre, la brique cuite, le fer à béton, pour ne citer que les principaux, c'est énorme. Et voilà. Donc, et par rapport à ça, même si je n'y crois pas que votre terre venait d'Allemagne, par rapport à ça, le transport, qui même si c'est pas rien, ben, c'est rien à côté de l'énergie thermique utilisée pour cuire tous ces matériaux. Et donc, le bon matériau au bon endroit, c'est aussi profiter des vrais avantages du matériau terre. C'est l'inertie thermique, la régulation de l'hygrométrie à un coût environnemental très bas. Et donc la terre, et là je le répète pour les archis qui sont là, la terre, la mettre à l'extérieur, pour moi, aujourd'hui, c'est pas du tout la priorité. La terre, elle a intérêt à l'intérieur. C'est comme si vous vouliez garder votre café au chaud et vous le mettez à côté de votre thermos. Oui, ça ne sert à rien. Voilà, donc des murs, ben, aujourd'hui, quand on peut, on utilise une isolation, ben, la boîte de paille c'est super, tu l'as dit toi-même, BTP, boîte air paille, oui, ça fait beaucoup de sens, et qu'effectivement l'enduit intérieur sur la boîte de paille, ben, c'est de la terre, et que voilà, bon, je vais m'arrêter là. Bon, je continue. Ouais, je crois qu'il faut qu'on s'arrête, mais effectivement. Finalement, pourquoi on a perdu le bon sens de la construction? Puisque si on regarde le bâtiment traditionnel, pour moi c'est plutôt le pisé, et le conventionnel ce serait plutôt le ciment. Et pourquoi on a la non-reconnaissance de la société en général de notre bâtiment traditionnel? Parce que si on regarde une maison en pisé, moi si on regarde la mienne, elle a plus de 150 ans, elle est toujours là. Je ne suis pas sûr qu'une maison en parpaing dans 150 ans soit toujours là. Pourquoi on a cette non-reconnaissance de nos institutions, de notre société en général, quoi? Dernière question du coup, parce qu'après il faut qu'on s'arrête, il y a une performance. Il y a plusieurs phénomènes qui ont dû jouer. Patrice Doat rappelait souvent que lors de la Première Guerre mondiale, 75% des charpentiers sont morts dans les tranchées. Or, pour le pisé, c'était les charpentiers qui étaient en charge des chantiers. Et puis en même temps, ces besoins de reconstruction rapide avec la montée en puissance de l'industrialisation. Et d'ailleurs, quelque part, le pisé y a contribué. Parce que si j'ai moi des daguerreotypes, enfin un cratère a des daguerreotypes
notamment du petit séminaire de la Côte Saint-André, où en fait on voit le passage du pisé au premier béton, qui étaient des pisés de béton. Et les outils ensuite ont évolué, et puis aujourd'hui on ne fait plus de pisé, de béton, je vais dire humide, mais coulé, quoi. Voilà. Peut-être aussi pour ça que certains veulent essayer de voir dans la terre coulée un avenir. Mais il y a plusieurs phénomènes qui ont joué, et puis effectivement cette image de la modernité, qui joue beaucoup et à beaucoup d'endroits. Voilà, quelques éléments de réponse. Juste pour compléter, c'est aussi la mainmise des industriels sur la construction. Je ne sais pas si vous vous rappelez le slogan « les maisons de maçons, les maisons Bouygues », c'est les maisons de maçons. Ils détournaient l'image traditionnelle pour en faire un slogan, et en fait c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi à l'agence on fait des bâtiments empilés, parce que comme tu le disais, c'est un acte social aussi. On préfère donner que nos maîtres d'ouvrage donnent de l'argent à des petits entrepreneurs, à des artisans, que la quasi-totalité aille sur l'économie locale, plutôt que de financer des cimentiers, Lafarge, Saint-Gobain, qui eux vont alimenter des actionnaires. C'est un vrai... et donc tout ça, c'est dans une démarche globale. Et aussi, la remarque qui était faite sur l'énergie. Si on prend une maison très très performante, 75% de l'énergie qu'on met dans cette maison pour la faire fonctionner, la construire, c'est dans le choix des matériaux. Il n'y a que 25% pendant toute la durée de vie sur 30 ans d'une maison très performante énergétiquement, qui va pour faire du chauffage, en gros, puis de l'électricité, pour la lumière, etc. 75% c'est dans le choix des matériaux qu'on fait au départ. Donc dans la volonté ou pas de surinvestir un tout petit peu pour faire des économies beaucoup plus globales sur la durée de vie, sur 50 ans de vie du bâtiment. Donc c'est un vrai choix social et politique. Ça me paraît une belle conclusion. Et merci beaucoup pour ces interventions.